Une petite fille pauvre est assise seule pendant la récréation. Le jeune milliardaire s'approche et lui demande pourquoi elle ne mange pas. Elle sourit et dit « Je fais semblant de ne pas avoir faim, comme ça personne ne remarque que je n'ai pas de goûter. » Il ouvre son sac à dos et se met à pleurer quand il ne voit qu'une serviette en papier avec un sandwich dessiné au crayon. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. L'horloge du tableau de bord de la voiture indiquait l'heure quand John Warren gara son Audi noir devant l'école publique Hillside. Il ajusta sa cravate grise, plus par habitude que par nécessité, puis prit une profonde inspiration. Les visites philanthropiques n'étaient pas son fort, surtout un mardi chargé. 20 minutes, marmonna-t-il pour lui-même. Je vais serrer quelques mains, prendre des photos avec les enfants, signer le chèque et partir. Le conseil d'administration de son entreprise avait insisté sur ses apparitions publiques. Humanisez votre image, avait-il dit, comme si 30 ans passés à bâtir un empire technologique à partir de rien n'était pas une preuve suffisante de sa valeur. La directrice l'attendait à l'entrée, son sourire trop large, les yeux brillants dans l'attente des zéros sur le chèque qu'il apporterait. John la salua d'une poignée de main ferme et d'un sourire répété. Parfait pour les photos. Monsieur Warren, quel honneur. Les enfants sont si excités. John hocha la tête, la suivant dans un couloir décoré de dessins d'enfants. Son esprit dérivait entre un email sans réponse concernant une acquisition en Asie et la réunion avec les investisseurs prévue pour 14 heures. Notre bibliothèque a un besoin urgent de nouveaux ordinateurs et la cuisine. La voix de la directrice devint un bourdonnement lointain alors qu'il passait devant les salles de classe. Les enfants le regardaient avec curiosité ou indifférence. Certains firent un signe de la main. John leur fit un signe de la main machinalement, son expression neutre masquant son malaise. Il était doué pour cacher, doué pour garder ses distances, excellent pour signer des chèques pour des causes sociales sans jamais s'impliquer personnellement. L'argent résolvait les problèmes sans créer d'attache. C'était parfait ainsi. La visite se déroula exactement comme prévu jusqu'à ce qu'ils atteignent la cour de récréation. C'était l'heure de la récréation. Nous pouvons passer par ici, Monsieur Warren, je veux vous montrer où nous prévoyons de construire. C'est alors qu'il la vit. Dans le coin le plus éloigné de la cour, presque cachée par l'ombre d'un arbre solitaire, une fille aux cheveux bruns bouclés était assise seule. Elle ne courait pas comme les autres, ne criait pas, ne participait pas à l'agitation habituelle de la récréation. Elle regardait simplement les autres enfants, serrant contre elle son petit sac à dos délavé. John s'arrêta de marcher, ignorant la directrice qui continuait de parler de plans de rénovation. Quelque chose dans la solitude de cet enfant capta toute son attention. « Monsieur Warren ? Qui est cette fille ?» demanda John discrètement, en la montrant du doigt. La directrice suivit son regard et son expression changea subtilement. Une ombre de tristesse traversa son visage. « Sophie. Une de nos situations les plus délicates. » John s'éloigna de la directrice sans répondre, marchant vers la fille comme attiré par un aimant invisible. Sophie le regarda s'approcher, ses grands yeux montrant un mélange de curiosité et de méfiance. « Pourquoi ne manges-tu pas ?» demanda John gentiment, s'agenouillant pour être à sa hauteur. La question resta en suspens pendant quelques secondes. Sophie étudia l'inconnu au costume cher qui avait interrompu sa solitude. Puis, étonnamment, elle sourit. Un petit sourire qui n'atteignit pas tout à fait ses yeux. « Je fais semblant de ne pas avoir faim, » répondit-elle avec une simplicité désarmante. « Comme ça, personne ne remarque que je n'ai pas de goûter. » Ces mots frappèrent John de plein fouet. Il regarda le sac à dos qu'elle serrait contre sa poitrine. « Puis-je voir ?» demanda-t-il d'une voix à peine audible. Sophie hésita brièvement avant d'ouvrir la fermeture éclair de son sac usé. John regarda à l'intérieur et sentit instantanément ses yeux le brûler. Au fond du sac à dos vide, il n'y avait qu'une serviette en papier blanche avec le dessin au crayon d'un sandwich. Des traits enfantins et soignés esquissaient 2 tranches de pain, quelques feuilles qui ressemblaient à de la laitue, et quelque chose qui pouvait être du fromage ou du jambon entre les deux. C'était un dessin détaillé, fait avec l'effort appliqué de quelqu'un qui essayait vraiment de capturer l'essence de quelque chose qu'elle désirait ardemment. John sentit une larme s'échapper avant de pouvoir la retenir. Puis une autre, et encore une autre. Il détourna rapidement le visage, mais c'était trop tard. Le mur qui contenait ses émotions s'était complètement effondré. Sophie regarda John avec une expression de confusion et d'inquiétude, comme si elle, une petite enfant, s'inquiétait pour l'adulte qui pleurait. « Tu es triste ?» demanda-t-elle, penchant légèrement la tête sur le côté. John prit une profonde inspiration, essayant de se ressaisir.
Il essuya rapidement ses larmes du revers de la main, tachant la manche de sa veste coûteuse. Non, ment-il, forçant un sourire. J'ai juste quelque chose dans l'œil. Il ramassa délicatement la serviette, comme une relique précieuse. La directrice observait la scène de loin, visiblement mal à l'aise par cette déviation de sa visite parfaitement scénarisée. « Pourquoi as-tu dessiné ça ?» demanda-t-il doucement. Sophie haussa les épaules, un geste trop adulte pour quelqu'un de si petit. « Quand je dessine, ça semble réel. Au moins un petit peu. » John sentit sa poitrine se serrer. Ce n'était pas seulement la fin physique que ce dessin représentait. C'était la capacité de transformer l'absence en quelque chose de beau, la résilience d'une enfant qui trouvait de la dignité même quand le monde lui refusait le minimum vital. « Tu sais, » dit John, sentant les mots quitter sa bouche sans son filtre habituel, « je dessinais aussi mon déjeuner quand j'étais enfant. » Les yeux de Sophie s'écarquillèrent. « Vraiment ? Vraiment. Mais le tien est bien meilleur que les miens. » Un petit sourire apparut sur ses lèvres, timide comme un rayon de soleil un jour nuageux. La directrice s'approcha enfin, dérangée par ce détour dans son emploi du temps. « Monsieur Warren, nous devons continuer. Nous avons la salle informatique à visiter. » « Quelle est sa situation ?» interrompit John, sans quitter Sophie des yeux, qui jouait de nouveau avec son déjeuner en papier. La directrice hésita. « Nous pourrons en discuter plus tard, en privé. » La directrice s'approcha finalement, s'éclaircissant la gorge. « Monsieur Warren, nous devons continuer. Nous avons la salle informatique à visiter. » « Bien sûr, » répondit John, en rendant doucement la serviette à Sophie. Ses yeux rencontrèrent les siens une dernière fois. « Continue de dessiner, tu as du talent. » Sophie reprit son trésor en papier et hocha la tête solennellement. « Merci, » dit-elle simplement. John se leva, rajusta sa veste et suivit la directrice. Mais quelque chose avait changé. Chaque pas qui l'éloignait de la fillette semblait faux, comme nager à contre-courant. Le sentiment était gênant et inexplicable. Le reste de la visite, il sourit au bon moment, posa les questions appropriées et signa le généreux chèque. Mais son esprit revenait sans cesse à ce coin de la cour, sous l'arbre solitaire, à la serviette avec le sandwich dessiné au crayon. Dans la voiture, en route pour son prochain rendez-vous, John se surprit à penser à la mère de Sophie. Une femme qui part tôt au travail, laissant sa fille sans goûter, sans en y ressources pour quelque chose d'aussi élémentaire que nourrir son propre enfant. L'image du sandwich dessiné ne le quittait pas. La dignité silencieuse dans les yeux de la fillette, le naturel avec lequel elle transformait la faim en art, comme si c'était normal, comme si c'était acceptable. John ajusta le rétroviseur et vit son propre reflet. Le même homme que toujours, et pourtant différent d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. La boule dans sa gorge ne correspondait pas à son costume impeccable. L'agitation dans sa poitrine contrastait avec sa routine méticuleusement planifiée. Sur son téléphone, une notification concernant sa réunion avec ses investisseurs clignotait avec insistance. Il l'ignora, chose qu'il n'aurait jamais faite un jour normal. Mais ce n'était pas un jour normal. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose d'autre que les contrats et les acquisitions occupait ses pensées. Une petite enfant seule sous l'ombre d'un arbre, faisant semblant de manger un sandwich dessiné au crayon. C'était un sentiment étrange, presque oublié. Se soucier. La nuit fut longue pour John Warren. Il se tourna et se retourna pendant des heures, hanté par l'image de Sophie et de son sandwich dessiné. Quand il s'endormit enfin, il rêva de serviettes en papier qui pleuraient et d'enfants invisibles. À 6 heures du matin, il était déjà debout. Son rituel matinal habituel ne lui apporta aucun réconfort. Le café parfait de sa machine italienne à $5000 avait un goût amer. Les nouvelles sur sa tablette semblaient sans importance. Son reflet dans le miroir de la salle de bain ressemblait à un inconnu. Il annula 3 réunions et une visioconférence avec des investisseurs japonais. Son assistante, une femme compétente qui travaillait avec lui depuis 6 ans, ne put cacher sa surprise. « Vous êtes malade, monsieur Warren ?»« Non. J'ai une affaire personnelle à régler. » Personnelle. Un mot qu'il utilisait rarement. Son empire technologique était sa vie. Il n'y avait rien de personnel au-delà de ces murs de verre et d'acier. Jusqu'à hier. Il se rendit à la meilleure boulangerie de la ville. L'endroit était célèbre pour ses pains artisanaux et ses sandwichs gourmets. Une file se formait devant la porte chaque jour. « Bonjour monsieur. Que désirez-vous aujourd'hui ?» demanda la caissière avec un sourire exercé. « J'ai besoin ?» John fit une pause. De quoi avait-il besoin exactement ?
d'un sandwich pour une enfant. Mais pas n'importe quel sandwich. Il devait être parfait. Il devait être réel. Je veux le meilleur sandwich que vous ayez pour un enfant. Nous avons notre sandwich club enfant avec de la dinde fumée bio, du fromage suisse. Non, interrompit John. Quelque chose de plus ordinaire. Quelque chose qu'aimerait n'importe quel enfant. La caissière parut confuse. Les clients comme John Warren, en costume cher et voiture de luxe, demandaient généralement les articles les plus exclusifs, les ingrédients les plus rares, les combinaisons les plus sophistiquées. Peut-être un croque-monsieur? Les enfants adorent ça. Parfait. Et encore une chose, ajouta-t-il. J'ai besoin d'un sac. 20 minutes plus tard, John se gara à 2 pâtés de maison de l'école Hillside. Dans ses mains, il tenait un simple sac en papier. À l'intérieur, un croque-monsieur emballé dans du papier ciré, une pomme rouge, une brique de jus et un petit chocolat. Il attendit. Il devait voir Sophie seule, sans l'embarras causé par la directrice ou d'autres adultes. Il y aurait des questions, des explications. Il n'était pas prêt pour ça. La cloche sonna, indiquant la récréation. John prit une profonde inspiration, son cœur battait étrangement fort. Était-ce de la nervosité? Lui qui concluait des affaires de milliards de dollars sans sourciller avait les mains moites à cause d'un croque-monsieur. Les enfants commencèrent à déferler dans la cour en groupe bruyant. John chercha Sophie aux cheveux bouclés parmi eux. Bria. Peut-être n'était-elle pas venue aujourd'hui. Puis il la vit. Le même arbre qu'hier, le même endroit isolé, le même sac à dos délavé. Assise seule, telle une planète solitaire orbitant loin des autres enfants. John traversa la cour, essayant de paraître désinvolte, comme s'il était à sa place. Certains membres du personnel l'observèrent avec méfiance, mais personne ne s'approcha. Peut-être que son costume cher suggérait une certaine autorité. « Salut Sophie », dit-il en s'approchant. Elle leva les yeux, surprise. La reconnaissance illumina son visage un instant avant de céder la place à la méfiance. « Salut », répondit-elle simplement. « Puis-je m'asseoir ici ?» Sophie hocha la tête, l'étudiant curieusement. John s'assit à côté d'elle, posant le sac en papier entre eux. « J'ai apporté ça pour toi », dit-il gentiment, poussant doucement le sac vers elle. Les yeux de Sophie s'écarquillèrent à la vue du sac. Elle jeta un coup d'œil à l'intérieur, comme si elle contemplait un trésor. « Tu peux l'ouvrir. »« C'est à toi, » dit John, ouvrant le sac pour montrer son contenu. L'odeur du fromage fondu emplit l'air entre eux. Sophie prit une profonde inspiration, les yeux brillants. John remarqua qu'elle tentait de cacher sa réaction, comme si montrer de l'enthousiasme pouvait être dangereux. « Tu peux prendre ce que tu veux, » dit-il. Sophie regarda autour d'elle, vérifiant si quelqu'un regardait, puis tendit la main vers le sandwich. Ses petits doigts touchèrent le papier ciré avec révérence. Elle tint le sandwich à 2 mains, comme s'il s'agissait de quelque chose d'extrêmement fragile. John n'avait jamais prêté autant d'attention à quelqu'un qui mangeait. Chaque bouchée semblait un événement, chaque expression de plaisir un petit miracle. Mais après 3 bouchées, Sophie s'arrêta. Elle regarda le sandwich, puis John, puis de nouveau le sandwich. « Puis-je garder un morceau pour ma maman ?» La question frappa John comme une gifle. Ce n'était pas seulement la demande elle-même, mais la façon dont elle était posée, sans drame, sans apitoiement, juste une enfant pensant à partager ce qu'elle avait avec quelqu'un qu'elle aimait. John déglutit difficilement, sentant sa gorge se serrer. Cela faisait des années qu'il ne s'était pas autorisé ce genre d'émotion, en public, ni même en privé. Bien sûr, gardons la moitié pour elle. Sophie eut un sourire sincère cette fois, illuminant tout son visage. Avec soin, elle replia le papier ciré autour de la moitié non mangée du sandwich et le mit dans son sac à dos. « Ma maman travaille beaucoup », expliqua-t-elle, comme si elle avait besoin de justifier. Parfois, elle oublie de manger, elle aussi. John sentit quelque chose se briser en lui. Ce n'était plus seulement la faim physique qui l'inquiétait maintenant, c'était la faim invisible. La faim de soins, de dignité, de stabilité. Une maman qui travaillait si dur qu'elle oubliait de manger. Une petite fille qui pensait aux autres d'abord, même quand elle avait si peu. Combien de Sophie y avait-il dans cette école, dans cette ville, dans le monde? Combien d'enfants dessinaient leur déjeuner pendant que des milliardaires comme lui s'inquiétaient de fusion et d'acquisition? Ta maman doit être très contente quand tu lui apportes des choses, commenta John en lui offrant la pomme. Sophie prit le fruit, examinant sa surface rouge vif. Elle pleure parfois, dit-elle avec l'honnêteté brutale des enfants. Elle dit qu'elle aimerait que ce ne soit pas comme ça. John sentit le poids de ces simples mots.
Il y avait tout un univers de lutte non dite dans cette phrase. Comment s'appelle-t-elle? Rachel, répondit Sophie, en mordant dans la pomme avec satisfaction. Rachel Blake. Rachel Blake. Un nom pour le visage qu'il n'avait pas encore vu. La mère qui travaillait si dur qu'elle oubliait de manger. La mère qui pleurait quand sa fille partageait avec elle. Sophie, je dois partir maintenant, dit John en se levant. Tu peux garder le sac et le reste de la nourriture, d'accord? Pour en garder pour ta maman aussi. Les yeux de la fillette brillèrent d'excitation. Vraiment? Je peux tout garder? Bien sûr. Tout est à toi maintenant. Sophie serra le sac contre sa poitrine, comme si John venait de lui offrir un trésor inestimable. Et peut-être était-ce le cas, réalisa-t-il. Pas pour les objets eux-mêmes, mais pour ce qu'ils représentaient. La promesse qu'il y aurait à manger demain, la petite mais réelle sécurité d'avoir quelque chose à elle. Merci, dit-elle avec un sérieux qui semblait déplacé chez quelqu'un de si jeune. Tu es gentil. John sourit, sentant quelque chose d'inhabituel dans sa poitrine, une chaleur qu'il ne pouvait identifier, une légèreté qui ne correspondait pas au poids de ses responsabilités habituelles. À bientôt, Sophie. En s'éloignant, John savait qu'il ne pouvait pas simplement retourner à sa vie telle qu'elle était avant. Le vrai sandwich avait remplacé celui dessiné au crayon, mais la vraie fin, la fin de justice, était maintenant la sienne. D'un pas déterminé, John traversa la cour où les enfants couraient et criaient. Certains le regardaient curieusement, un homme en costume cher marchant parmi eux semblait déplacé. Mais John remarqua à peine les regards, son esprit était concentré sur une pensée unique. Il devait en apprendre davantage sur Sophie et sa mère, Rachel Blake. Ce qui avait commencé comme un geste impulsif se transformait en quelque chose de plus profond, de plus significatif. Entrant dans le bâtiment principal, John suivit les panneaux indiquant le bureau de la directrice. Chaque pas l'éloignait de sa zone de confort, du monde où il contrôlait tout. Chaque pas le rapprochait d'un territoire inconnu où les histoires de vraies personnes, comme Sophie et Rachel, exigeraient de lui plus que de l'argent. « Puis-je vous aider ?» demanda la secrétaire alors qu'il s'arrêtait devant son bureau. « Je dois parler à la directrice Marlène Carter », répondit John sur le même ton qu'il utilisait pour conclure des affaires importantes. « Maintenant. » La directrice Marlène Carter fit attendre John exactement 7 minutes. Il compta chaque seconde sur l'horloge murale pendant que la secrétaire lui lançait des regards anxieux. Pour un homme habitué aux réunions qui commençaient dès son arrivée, cette petite démonstration de pouvoir bureaucratique était irritante, mais aussi nécessaire, réalisa-t-il. Il était sur son territoire maintenant. Quand la porte s'ouvrit enfin, Marlène Carter apparut avec une expression prudente. Ses lunettes à monture rouge pendaient à une chaînette autour de son cou, et elle les mit pour mieux examiner son visiteur inattendu. « Monsieur Warren, je ne m'attendais pas à vous revoir si tôt après votre visite officielle. Quelque chose s'est-il passé ?» John entra dans le petit bureau impeccablement organisé. Au mur, des certificats pédagogiques et des photos de diplômes. Sur le bureau, une plante bien entretenue et une tasse avec la phrase « L'enseignement, c'est semer des graines de savoir ». « Je veux parler de Sophie Blake », dit John sans tourner autour du pot. La directrice lui fit signe de s'asseoir en face d'elle, puis s'assit, les yeux légèrement plissés. « Que voulez-vous savoir exactement ?» Il y avait une note défensive dans sa voix qui surprit John, comme si elle se préparait à protéger l'enfant de quelque chose ou de quelqu'un. De lui, peut-être. « J'ai remarqué qu'elle n'a pas de goûter, qu'elle dessine de la nourriture sur une serviette, » répondit John, essayant de garder un ton neutre. « J'aimerais comprendre sa situation. » Marlène soupira, enlevant ses lunettes. Le geste semblait un rituel pour gagner du temps, pour décider de ce qu'elle allait révéler. « Monsieur Warren, nous avons beaucoup d'enfants en situation difficile dans cette école. Sophie n'est que l'une d'entre eux. Je demande spécifiquement pour elle. » La directrice étudia le visage de John pendant quelques secondes, comme pour évaluer ses intentions. « Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle représente pour vous ?» La question le prit au dépourvu. Que représentait Sophie pour lui? Une enfant dessinant des sandwichs sur une serviette. Une petite fille qui gardait la moitié d'un sandwich pour sa mère. Un rappel que son monde de réunion et d'acquisition était absurdement éloigné de la réalité de millions de personnes. « Je l'ai vu », répondit-il simplement. « Et maintenant, je ne peux pas l'ignorer. » Quelque chose dans l'honnêteté brute de sa réponse sembla convaincre la directrice. Elle remit ses lunettes et ouvrit un tiroir, en sortant un mince dossier. Rachel Blake est une mère célibataire. Sophie n'a jamais connu son père. Il a disparu quand Rachel est tombée enceinte.
Elle s'en sortait bien jusqu'à ce que Rachel perde son emploi il y a 8 mois, lorsque l'entreprise où elle travaillait comme assistante administrative a fermé. John écouta attentivement tandis que la directrice tournait une page du dossier. Rachel n'a pas de diplôme. Elle travaille depuis l'âge de 16 ans pour aider sa propre mère, décédée l'année dernière. Sans qualification spécifique, sans temps pour suivre des cours et sans réseau de soutien familial, l'équation est simple et cruelle. Et maintenant ? Maintenant, elle fait des ménages quand elle trouve du travail. Des boulots temporaires, parfois comme caissière, parfois comme serveuse. Rien de permanent, rien qui paie assez. Marlène ferma le dossier. Mais elle est fière. Elle refuse l'aide directe. Elle a accepté la place de Sophie ici parce que l'éducation est cruciale, mais elle a refusé 2 fois notre offre d'inclure la fille au programme de repas gratuits. John fronça les sourcils. Pourquoi ? Parce que certaines personnes préfèrent avoir faim que d'avoir l'impression de recevoir la charité, dit la directrice avec un mélange de frustration et d'admiration. Rachel croit qu'elle peut résoudre ça seule, que ce n'est qu'une phase temporaire. Laisse. Marlène enleva à nouveau ses lunettes. Quand elle parla, sa voix perdit sa formalité antérieure. D'après mon expérience, Monsieur Warren, ces phases temporaires ont une terrible façon de devenir permanentes. Surtout pour les femmes surchargées comme Rachel, qui n'ont personne pour garder leurs enfants pendant qu'elles cherchent du travail, qui n'ont pas le temps de se recycler, qui ne peuvent pas se permettre de tomber malade, même pour une journée. John sentit un nœud se former dans sa gorge. La réalité de Rachel et Sophie, condensée dans un mince dossier sur un bureau. Des vies entières réduites à quelques paragraphes de difficulté. Où habite-t-elle ? La directrice hésita. Monsieur Warren, je ne suis pas sûr de vos intentions, mais... Je ne suis pas ici pour juger ou me sentir supérieur en aidant, interrompit John. Je veux comprendre, c'est tout. Marlène l'étudia à nouveau, puis elle écrivit quelque chose sur un bout de papier et le lui tendit. 1422, rue Maple, appartement 3B. C'est un vieil immeuble dans l'est de la ville. Pas loin d'ici, mais assez loin de votre monde. John prit le papier. L'écriture soignée de la directrice détaillait une adresse qui aurait aussi bien pu être sur une autre planète, compte tenu de la distance entre sa réalité et celle de Rachel. Un conseil ? Demanda-t-il en empochant l'adresse. Marlène sourit pour la première fois depuis le début de la conversation. Oui. Ne portez pas ce costume. John baissa les yeux sur sa tenue à $3000 qui lui semblait une seconde peau. Et encore une chose, continua la directrice, le ton maintenant plus doux. N'attendez pas de gratitude. Rachel est une femme qui se bat pour garder sa dignité intacte, même quand tout s'effondre autour d'elle. Ce dont elle a besoin, ce n'est pas d'un sauveur. Alors de quoi a-t-elle besoin ? Ça, Monsieur Warren, elle seule peut vous le dire. John se leva, offrant sa main. Merci pour votre honnêteté. La directrice accepta la poignée de main. Juste une dernière question, dit-elle alors qu'il se dirigeait vers la porte. Pourquoi Sophie ? Pourquoi pas une autre des dizaines d'enfants avec des histoires similaires ? John s'arrêta à la porte, réfléchissant. L'image de la serviette avec le sandwich dessiné lui revint à l'esprit. Parce qu'elle a transformé la faim en art, répondit-il finalement. Et parce que je regardais au bon moment. En quittant l'école, John savait déjà ce qu'il allait faire ensuite. Il n'allait pas retourner à son bureau de verre et d'acier dans le Penthouse du centre-ville. Il ne retournerait pas dans son appartement minimaliste avec vue sur le parc. Il irait au 1422, rue Maple. Non pas pour sauver Rachel et Sophie, comme le craignait la directrice, mais pour comprendre. Comprendre ce que signifiait dessiner son déjeuner sur une serviette et quand même garder la moitié d'un vrai sandwich pour sa mère. Comprendre ce que c'était que de vivre dans un monde où la faim n'était pas seulement une question de nourriture, mais d'opportunité, de sécurité, d'un avenir qui n'était pas juste survivre au jour le jour. Dans la voiture, il desserra sa cravate et enleva sa veste. Un petit pas hors de sa zone de confort. Un pas qui, bien qu'il ne le sût pas encore, changerait complètement le cours de sa vie. L'immeuble de la rue Maple n'avait pas d'ascenseur. John monta 3 étages à pied, inhalant l'odeur de nourriture, de vie et de difficulté qui emplissait l'air. Les murs écaillés contenaient des histoires qu'il ne connaîtrait jamais entièrement. Au 3e étage, il chercha l'appartement 3B. Il hésita avant de frapper. Pour la première fois depuis des années, il se sentit complètement déplacé. Même en jean et en simple chemise, il savait qu'il n'appartenait pas à cet endroit. 3 coups légers. Des pas de l'autre côté.
La porte s'ouvrit juste assez pour révéler une partie d'un visage. Des yeux bruns fatigués, des cheveux relevés en un chignon improvisé. Oui. La voix était ferme, bien que lasse. Rachel Blake, demanda John, essayant de ne pas avoir l'air du cadre qu'il était. Je m'appelle John Warren. J'ai rencontré votre fille, Sophie, à l'école. Les yeux se plissèrent davantage. Vous n'êtes pas enseignant? Ce n'était pas une question. Oh, John hésita. Comment expliquer ce qui l'amenait ici? Puis-je vous parler une minute? C'est à propos de Sophie. Mentionner le nom de sa fille eut un effet immédiat. La porte s'ouvrit plus largement, révélant Rachel entièrement, une femme de taille moyenne, avec des cernes profonds sous les yeux et des mains rugueuses par le travail acharné. Elle portait un pantalon simple et un t-shirt délavé. Pas de maquillage, pas d'accessoires. Juste la beauté brute de quelqu'un qui n'avait pas le temps pour les apparences. Il lui est arrivé quelque chose? L'inquiétude était palpable. Non, Sophie va bien. Je voulais juste... Vous êtes des services sociaux? Rachel croisa les bras, sur la défensive. Parce que je leur ai déjà dit que nous allons bien. Je ne suis pas des services sociaux, répondit John, se sentant de plus en plus mal à l'aise. J'ai visité l'école de Sophie l'autre jour. Je l'ai vue à la récréation. Rachel continua de le regarder, attendant la suite de son explication. John prit une profonde inspiration. Elle dessinait un sandwich sur une serviette en papier. Le visage de Rachel changea instantanément. La barrière défensive céda la place à quelque chose de plus complexe. La honte, peut-être? Ou la fierté blessée? Elle ferma les yeux un moment, comme pour reprendre des forces. Vous êtes l'homme qui lui a donné le goûter, dit-elle finalement, la reconnaissance dans la voix. Sophie m'a raconté. Elle a dit que c'était sa meilleure journée depuis longtemps. Un lourd silence s'installa entre eux. Voulez-vous entrer? Demanda finalement Rachel, son ton mêlant courtoisie et résignation, comme si elle avait l'habitude que des gens viennent évaluer sa vie. L'appartement était petit mais propre. Peu de meubles, tous d'occasion mais bien entretenus. Une table avec 3 chaises, un canapé avec une couverture pliée sur le dossier, une étagère avec des livres pour enfants et quelques jouets faits main. Au mur, des dessins de Sophie dans des cadres improvisés en carton coloré. « Puis-je vous offrir un café ?» demanda Rachel en se dirigeant vers la minuscule cuisine. « C'est la seule chose que je puisse offrir aux visiteurs. » Un café serait parfait, merci. Pendant qu'elle préparait la boisson, John remarqua d'autres détails. Le vieux réfrigérateur qui faisait un bruit étrange, la fenêtre avec un rideau reprisé, un vase avec des fleurs en papier méticuleusement plié, probablement par Sophie. La pauvreté avec dignité. La lutte quotidienne avec la beauté. Rachel revint avec 2 tasses ébréchées, l'une avec un motif de fleurs, l'autre avec ce qui semblait être un personnage de dessin animé délavé. Du sucre? Non, merci. Ils s'assirent à table, les tasses entre eux comme de petits boucliers. Alors, commença Rachel, le regardant droit dans les yeux. Pourquoi êtes-vous venu ici exactement? La franchise de la question prit John au dépourvu. Dans son expérience, les gens lui parlaient rarement aussi directement. Pour comprendre, répondit-il honnêtement. Comprendre quoi? Comment une enfant en arrive à devoir dessiner sa nourriture? Rachel prit une gorgée de café, ses yeux ne le quittant jamais. Je ne vous ai pas invité ici pour que vous ayez pitié de nous, monsieur? John, s'il vous plaît. Eh bien, John, nous n'avons pas besoin de pitié ni d'aumône. Le mot aumône sortit chargé, comme s'il avait un goût amer sur sa langue. Je n'offre rien de tout cela, répondit John. Je voulais juste apprendre à mieux vous connaître. Rachel laissa échapper un rire sec. Les gens comme vous ne s'intéressent généralement pas aux gens comme nous. Sauf si c'est pour un événement caritatif qui fait bien sur les réseaux sociaux. John sentit la piqûre de ces mots mais ne détourna pas le regard. Vous ne me connaissez pas. Et vous ne me connaissez pas. Vous ne savez rien de ce que c'est que d'élever une fille seule, de ne pas savoir si vous paierez le loyer du mois prochain. Le silence retomba. John prit une gorgée de café. Il était fort et amer, dépourvu de la douceur du café de spécialité qu'il buvait chaque matin. Vous avez raison, admit-il finalement. Je ne sais rien de votre vie. C'est pourquoi je suis ici. Rachel étudia son visage, cherchant des signes de malhonnêteté ou de condescendance. Que voulez-vous savoir? Demanda-t-elle enfin. À quoi ressemble votre journée? La simple question sembla la désarmer. Rachel cligna des yeux, comme si elle s'attendait à autre chose. Ma journée? Oui, du début à la fin.
Rachel hésita, puis redressa les épaules. Je me lève à 5 heures. Je prépare un goûter pour Sophie quand nous avons assez de nourriture. Je la laisse chez la voisine qui l'emmène à l'école. Puis je prends 3 bus pour aller à la maison que je nettoie ce jour-là, quand je trouve du travail. Je nettoie, fais la lessive, repasse. Parfois, je garde les enfants des autres. Puis je reprends d'autres bus, je récupère Sophie à l'école ou chez la voisine. Je cuisine ce que nous avons. Je l'aide avec ses devoirs. Je lui lis une histoire avant de dormir. Elle s'arrêta, fixant sa tasse. Et nous prions pour pouvoir tout recommencer le lendemain. La simplicité de sa description en disait long. John pouvait sentir le poids derrière chaque mot, l'épuisement sous la routine. Et quand il n'y a pas de travail? Le visage de Rachel se durcit. J'en cherche. Je frappe aux portes, je remplis des formulaires, j'entends non comme réponse. Et j'essaie de ne pas laisser Sophie voir à quel point j'ai peur. John hocha la tête, absorbant la réalité brute de ses paroles. Vous savez ce qui est pire que la faim, John, continua Rachel, sa voix basse mais intense. Le silence. Le silence qui hurle quand vous n'avez pas de choix. Quand chaque porte à laquelle vous frappez reste fermée. Quand votre valeur est mesurée uniquement par ce que vous pouvez payer. Elle but la dernière gorgée de son café. Sophie dessine de la nourriture parce que je veux qu'elle croie que les choses vont s'améliorer. Que ce manque est temporaire. Que le monde a de la place pour ses rêves, même quand notre réfrigérateur est vide. John sentit quelque chose bouger en lui, comme des plaques tectoniques. La femme en face de lui ne voulait pas de sa pitié. Elle voulait être vue, entendue, respectée dans son combat quotidien. « De quoi avez-vous besoin, Rachel » demanda-t-il finalement. Elle le regarda avec une force qui le surprit. « Je n'ai pas besoin que vous répariez ma vie ou que vous vous sentiez bien d'aider une pauvre mère célibataire. J'ai besoin d'un travail décent. Du temps pour être avec ma fille. Un peu de paix pour ne pas avoir à choisir entre payer la facture d'électricité ou acheter de la nourriture. » Elle prit une profonde inspiration. « J'ai besoin de respect, pas de charité. » Les mots restèrent en suspens, comme un défi. Un défi à la vision simpliste selon laquelle l'argent seul pouvait tout arranger. John hocha simplement la tête, comprenant enfin le gouffre entre donner l'aumône et offrir la dignité. Quand il quitta le petit appartement 1 heure plus tard, il emportait avec lui le goût amer du café et une certitude encore plus amère. Toute sa richesse signifiait peu comparé au courage tranquille d'une mère qui dessinait l'avenir pour sa fille même quand elle pouvait à peine garantir le présent. Dans la voiture, avant de démarrer le moteur, John regarda le vieil immeuble. Quelque part à l'intérieur, Rachel était probablement déjà retournée à sa routine, ignorant qu'elle venait de changer radicalement la vie d'un milliardaire qui croyait autrefois avoir tout vu. Il devait faire plus. Pas pour se sentir bien dans sa peau, pas pour afficher sa charité. Mais parce que, pour la première fois depuis longtemps, il voyait le monde tel qu'il était vraiment. Un endroit où dessiner un sandwich sur une serviette pouvait être à la fois un acte de désespoir et un acte d'espoir. John ne put dormir cette nuit-là. Assis dans son bureau au mur de verre surplombant les lumières de la ville, il retournait des idées dans son esprit, comme quelqu'un qui retourne des pierres à la recherche de quelque chose de précieux. Le café n'aidait plus. Le silence assourdissant de l'appartement ne faisait qu'amplifier les mots de Rachel, « J'ai besoin de respect, pas de charité ». Les rapports financiers qui consumaient habituellement ces fins de soirée restèrent fermés. À leur place reposait une serviette en papier blanche sur laquelle il avait lui-même dessiné un sandwich avec hésitation, une tentative maladroite de comprendre le geste de Sophie. Quand le soleil se leva, colorant la ville d'or, John avait déjà un plan. Ce ne serait pas simple. Il ne s'agirait pas seulement d'ouvrir son chéquier et de se sentir vertueux. Il fallait que ce soit réel, avec des racines. Quelque chose qui changeait des vies, pas seulement qui nourrissait les gens. Quelque chose qui offrait la dignité, pas seulement de la nourriture. La directrice Marlène Carter reçut son appel à 8h17. « Monsieur Warren, tout va bien ? Nous devons parler d'un projet, dit-il, sa voix portant l'urgence d'une nuit blanche. Aujourd'hui, si possible. » Quel genre de projet? Un projet qui commence par des repas, mais qui ne s'arrête pas là. Marlène écouta le reste de son explication en silence. Quand John eut fini, il y eut une longue pause. « Vous comprenez que des projets comme celui-ci échouent souvent, n'est-ce pas ?» dit-elle finalement. Les riches s'ennuient, l'enthousiasme initial s'estompe, et les enfants finissent par ne plus rien avoir. Ce ne sera pas comme ça cette fois. Comment puis-je en être sûr? Vous ne pouvez pas, admit John. Mais demandez-vous ce qui est mieux, essayer quelque chose qui pourrait aider beaucoup d'enfants et potentiellement échouer,
Ou ne pas essayer du tout. Une autre pause. Mon bureau. Midi. La réunion ne se fit pas seulement avec Marlène. John trouva une petite équipe qui l'attendait, la conseillère d'orientation de l'école, la nutritionniste du district et 2 enseignantes, dont l'une, remarqua-t-il, était l'enseignante de Sophie. Ce n'était pas un milliardaire dictant ses conditions à des employés du service public. C'était une véritable négociation avec des gens qui comprenaient cette réalité bien mieux que lui. Nous ne voulons pas seulement une meilleure cafétéria, expliqua John après les présentations. Nous voulons un programme complet. Des repas quotidiens, oui, mais aussi des ateliers créatifs après l'école, un espace où les parents peuvent participer. Un lieu qui dépasse les murs de la classe. L'enseignante de Sophie, une jeune femme nommée Elisa, croisa les bras. Quelle est votre réelle motivation, Monsieur Warren? La philanthropie pour le rapport annuel de votre entreprise? Un projet pour impressionner les investisseurs avec votre responsabilité sociale? Ou quelque chose de plus personnel? Marlène lança un regard d'avertissement à l'enseignante, mais John leva la main. C'est une question juste. Il regarda Elisa droit dans les yeux. J'ai vu une enfant dessiner un sandwich sur une serviette. J'ai vu une mère lutter pour garder sa dignité pendant que le système la laissait tomber à tous les niveaux. Et j'ai réalisé quelque chose de simple, j'ai des ressources qui pourraient aider. Ne pas les utiliser serait irresponsable. Sa réponse ne convainquit pas entièrement Elisa, et elle n'aurait pas dû. La confiance se construit par des actions, pas par des mots. La nutritionniste, le docteur Rivera, consulta ses notes. Notre plus gros problème n'est pas de savoir ce que les enfants doivent manger. C'est le manque d'infrastructures, de personnel et de financement durable. Les projets ponctuels suscitent des attentes que nous ne pouvons pas maintenir. John hocha la tête. C'est pourquoi je suggère quelque chose de structuré. Un engagement de 5 ans pour commencer. Des fonds sur un compte spécifique, géré par un comité mixte, personnel de l'école et représentants de la communauté. Cette partie fit lever les sourcils à Marlène. Représentants de la communauté? Les parents des élèves. Des gens qui comprennent vraiment ce qui manque. La conseillère d'orientation, Madame Mills, parla pour la première fois. Ce serait révolutionnaire. Donner aux familles une vraie voix dans des projets de cette envergure. Elle sourit, sincèrement impressionnée. Ça pourrait marcher. Pendant 2 heures, ils discutèrent de logistique, de budget et d'espace physique. John prenait des notes dans son carnet, posant occasionnellement des questions, mais écoutant surtout. C'était un territoire inconnu pour lui, questions éducatives, nutritionnelles, communautaires. Ces femmes connaissaient chaque défi, chaque obstacle, chaque histoire d'échec passé. Comment allons-nous appeler ce projet? Demanda Marlène lorsque les détails préliminaires furent fixés. John n'hésita qu'un instant. Projet Imagination. Pourquoi? Parce que ça a commencé avec une fille imaginant un sandwich quand elle n'avait pas de vraie nourriture. Et parce que nous voulons que ces enfants ne se contentent pas d'imaginer un avenir meilleur. Nous voulons qu'ils le construisent. Quand la réunion se termina, Marlène raccompagna John jusqu'à la porte. Vous comprenez que ce ne sera pas facile, n'est-ce pas? Demanda-t-elle quand ils furent seuls. Vous ferez face à de la résistance, du scepticisme, de la bureaucratie. Je comprends. Et vous voulez toujours aller de l'avant? John s'arrêta à la porte, regardant la cour. Dans quelques minutes, les enfants sortiraient pour la récréation. Ou Sophie pourrait s'asseoir seule avec sa nourriture dessinée, ou peut-être avec le déjeuner qu'il avait apporté hier. Quand j'avais 10 ans, dit-il, ma mère cumulait 3 emplois. Parfois, nous n'avions pas de nourriture à la maison. J'allais à l'école et j'inventais des histoires de dîner chic qui n'avaient jamais eu lieu. Marlène le regarda, surprise. Ce n'était pas le genre de révélation qu'elle attendait d'un homme comme John Warren. Qu'est-ce qui a changé pour vous? Demanda-t-elle. Un programme après l'école avec des goûters et de l'aide aux devoirs. Ça semblait peu de choses, mais ça a tout changé. Ça a fourni une structure, une sécurité. Il sourit légèrement. C'était le premier endroit où quelqu'un m'a dit que j'étais assez intelligent pour dépasser mes circonstances. La directrice hocha la tête, le comprenant mieux maintenant. Alors, comment commençons-nous? Nous avons besoin de quelqu'un pour coordonner. Quelqu'un qui comprend vraiment ces familles de l'intérieur, pas d'en haut. Quelqu'un en tête? John prit une profonde inspiration. C'était la partie la plus importante et la plus difficile de son plan. Rachel Blake. 3 jours plus tard, le projet Imagination commença à prendre forme. Une salle inutilisée au fond de l'école fut désignée comme centre temporaire.
John engagea une petite équipe pour des rénovations rapides. Peinture, mobilier, petites réparations. Il choisit des couleurs vives, suivant les suggestions des enseignants sur ce qui créerait un environnement accueillant. La nouvelle se répandit rapidement dans la communauté scolaire. Des parents vinrent demander à Marlène des informations sur les rumeurs de repas gratuits et d'activités après l'école. Les informations étaient encore préliminaires, mais l'espoir germait déjà. La partie la plus difficile, cependant, restait à venir. John demanda à nouveau l'adresse de Rachel, un jour de pluie légère, se gara près de son immeuble, attendant. Il répéta mentalement ce qu'il fallait dire, comment expliquer sa proposition sans paraître condescendant ni blesser sa fierté. Quand il la vit rentrer du travail, son parapluie à moitié cassé contre la bruine, il rassembla son courage et sortit de la voiture. Rachel. Elle s'arrêta, clairement surprise de le voir debout sous la pluie. John? Qu'est-ce que vous faites ici? Nous devons parler. C'est important. Rachel l'étudia un long moment, l'eau ruisselant sur son visage fatigué. Finalement, elle hocha la tête. Montez. Mais Sophie rentre dans une demi-heure avec la voisine. Dans le minuscule appartement, Rachel lui offrit une serviette pour s'essuyer le visage et les cheveux. Il n'y eut pas de café cette fois, juste de l'eau dans des verres simples. Alors, demanda-t-elle après qu'il se soit assis. John alla droit au but, expliquant en détail le projet Imagination, les objectifs, la structure, l'engagement à long terme. « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi ?» demanda Rachel quand il eut fini. « Je veux que vous soyez la coordinatrice. » Rachel cligna des yeux, comme si elle n'avait pas bien entendu. « Quoi ? Je veux que vous dirigiez le projet. Que vous soyez le lien entre les familles et l'école, entre les besoins réels et les solutions réelles. » Elle rit, un son incrédule, presque amer. « Je ne suis pas qualifiée pour ça, John. Je n'ai pas de diplôme universitaire. Je ne suis ni enseignante, ni nutritionniste, ni assistante sociale. Vous avez quelque chose de beaucoup plus précieux. » Quoi donc ? L'expérience. La vérité. Ça vaut plus que n'importe quel diplôme. Rachel se leva, clairement agitée. « Vous ne comprenez pas. Les gens comme moi n'obtiennent pas ce genre d'emploi. Nous ne gérons pas de projet, nous ne prenons pas de décision. Pourquoi pas ? Parce que le monde ne fonctionne pas comme ça. » Sa voix monta, la frustration évidente. « Vous pouvez faire semblant de ne pas le voir, mais je sais comment les gens me regardent. Une femme de ménage sans éducation formelle, une mère célibataire qui paie à peine ses factures. » John resta assis, la regardant dans les yeux. « Savez-vous pourquoi je vous veux à ce poste ? Parce que vous n'aurez pas peur de dire non quand je suggérerai quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que vous connaissez chaque détail de la vie de ces familles. Parce que votre respect doit être gagné, pas acheté. » Rachel s'arrêta, étudiant son visage. « Et si j'échoue ? Et si vous n'essayez pas ? Combien de Sophie continueront à dessiner des sandwichs ? » La question frappa Rachel comme un coup de poing silencieux. Elle se rassit, regardant ses mains. Des mains calleuses par le travail acharné, des mains qui avaient frotté, essuyé et nettoyé pendant des années. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu la chance de choisir ? » demanda John doucement. « De décider de votre propre chemin ?» Des larmes brillèrent dans ses yeux. « Plus longtemps que je ne m'en souvienne. » « Je vous offre un choix, Rachel. Pas la charité. Un vrai travail avec un vrai salaire, de vraies responsabilités. Et si vous vous lassez de ce projet ? Quand la nouveauté s'estompera ? 5 ans de financement garanti, sans possibilité de retrait. Un contrat légal que même moi je ne peux pas rompre. Et vous aurez un contrôle légal sur les décisions. » Rachel ferma les yeux, respirant profondément. John pouvait voir la bataille intérieure. La peur de l'inconnu contre la possibilité de quelque chose de mieux, le poids de la responsabilité contre la promesse d'autonomie. « Quand est-ce que je commence ? » demanda-t-elle finalement en ouvrant les yeux. « Vous acceptez ?» Un petit sourire apparut au coin des lèvres de Rachel, le premier qu'il ait vu. « Sophie m'a dit que vous étiez gentil. Elle se trompe rarement sur les gens. » Avant que John ne puisse répondre, la porte s'ouvrit et Sophie fit irruption, secouant la pluie de ses cheveux bouclés. « Maman, regarde ce que... » Elle s'arrêta brusquement, reconnaissant John. Ses yeux s'écarquillèrent. « Tu es revenu ?» John sourit à la fillette. « Je suis revenu. Et ta maman et moi parlions d'un projet très spécial. » Sophie regarda alternativement l'un et l'autre, la curiosité sur son visage. « Quel projet ?» Rachel s'agenouilla devant sa fille, prenant les petites mains de la fillette. «
Un projet basé sur ton dessin, ma chérie. Pour qu'aucun enfant n'ait plus à imaginer un sandwich. Sophie fronça les sourcils, traitant l'information. Mon dessin de sandwich? John hocha la tête. Projet imagination. Qu'en penses-tu? Un immense sourire illumina le visage de la fillette. J'ai aidé à faire un projet? Tu as eu l'idée la plus importante, répondit Rachel en serrant sa fille dans ses bras. Par-dessus l'épaule de Sophie, les yeux de Rachel rencontrèrent ceux de John. Il y avait quelque chose de nouveau là, pas de la gratitude, mais quelque chose de plus profond. Peut-être de la reconnaissance. Ou peut-être, pour la première fois depuis longtemps, de l'espoir. En regardant la mère et la fille s'étreindre, John ressentit une certitude qu'il n'avait pas éprouvée depuis des années d'affaires. Pour la première fois, il investissait dans quelque chose qui comptait vraiment. Quelque chose qui ne pouvait pas être mesuré dans les états financiers ou les rapports trimestriels. Quelque chose qui avait commencé avec un sandwich dessiné sur une serviette et qui pourrait se terminer par des centaines de vies changées. Quand il quitta l'appartement cet après-midi-là, la pluie avait cessé. L'air semblait propre, renouvelé. Au loin, les nuages s'éloignaient, révélant un ciel qui promettait des jours meilleurs. Rachel le raccompagna jusqu'à la porte. John se tourna. Merci d'avoir écouté. D'avoir vraiment écouté. Ce n'était pas un merci pour l'offre d'emploi, réalisa-t-il. C'était la reconnaissance de quelque chose de plus rare, un respect qu'elle chérissait. Demain à l'école, dit-il. 9 heures, Rachel hocha la tête. Et pour la première fois, il y avait une lumière dans ses yeux qui n'était pas seulement la détermination de survivre, mais un désir de construire quelque chose de nouveau. J'y serai. Pour la première fois depuis longtemps, peut-être pour la première fois de sa vie d'adulte, Rachel Blake sentit qu'elle appartenait à quelque chose de plus grand que sa lutte quotidienne. Qu'elle avait une voix. Qu'elle pouvait rêver au-delà du prochain loyer, de la prochaine facture, du prochain repas. Le projet imagination ne faisait que commencer. Le chemin serait difficile, semé d'obstacles. Mais il avait déjà des racines solides, dans l'honnêteté brute de Rachel, dans la créativité résiliente de Sophie et dans la détermination nouvellement découverte d'un milliardaire qui avait appris à voir au-delà de son monde privilégié. Les graines de la transformation avaient été plantées. Il s'agissait maintenant de les nourrir et de les regarder grandir. Rachel se réveilla avant le réveil. Le soleil se levait à peine, mais elle était bien éveillée, l'estomac noué par un mélange d'anxiété et d'espoir. À côté d'elle, Sophie dormait profondément, ses boucles étalées sur l'oreiller. « Premier jour », murmura-t-elle pour elle-même. Ce n'était pas juste un travail. C'était une opportunité qu'elle n'avait jamais imaginée possible. Une chance de laisser derrière elle les interminables travaux de nettoyage et les quarts de travail épuisants. Une chance de faire quelque chose qui comptait vraiment. Elle choisit ses vêtements avec soin, son meilleur jean, sans tache ni déchirure, un simple chemisier bleu, propre et repassé. Elle n'avait pas beaucoup d'options, mais elle voulait avoir l'air présentable, professionnel. « Maman ?» Sophie se redressa dans son lit, se frottant les yeux. « C'est ton jour spécial aujourd'hui ?» Rachel sourit, s'asseyant à côté de sa fille. « Oui, ma chérie. Aujourd'hui, je commence le projet. »« Mon projet ?» demanda Sophie, la fierté évidente dans sa petite voix. « Ton projet ?» confirma Rachel en embrassant le front de sa fille. « Projet imagination. » Elle laissa Sophie chez la voisine qui l'emmènerait à l'école plus tard. Pour la première fois depuis des années, Rachel ne prendrait pas 3 bus pour aller chez quelqu'un, frottant ce que d'autres avaient laissé derrière eux. Aujourd'hui, elle marcherait 15 minutes jusqu'à l'école où sa fille étudiait. Où elle travaillait maintenant. La nouvelle salle du projet sentait encore la peinture fraîche. Il y avait des tables colorées, de petites chaises pour les enfants et une table plus grande pour les réunions. Une kitchenette improvisée dans le coin avec un micro-ondes et un réfrigérateur. Des affiches au mur montraient des dessins de nourriture inspirés par l'esquisse de sandwich de Sophie. « Bonjour Rachel. » John était là, portant un jean et une simple chemise, si différent du cadre qu'elle avait rencontré pour la première fois. « Prête ?» Elle hocha la tête, ne se sentant pas prête du tout. La peur lui noua la gorge. Cette voix intérieure lui disait qu'elle n'avait pas sa place ici. « Qu'est-ce que je fais exactement ?» demanda-t-elle en serrant son sac à main usé. « Aujourd'hui, il s'agit de se familiariser avec tout, » expliqua John. « La directrice Marlène vous présentera officiellement aux enseignants. Ensuite, vous resterez ici dans la salle pour accueillir les premières familles intéressées. » Rachel prit une profonde inspiration. « Et s'ils ne m'acceptent pas ?» John la regarda sérieusement. « Ils n'ont pas à vous accepter.
Vous devez vous prouver à vous-même que vous avez votre place ici. Les présentations furent difficiles. Rachel sentit les regards évaluateurs des enseignants. Certains sourirent, sincèrement encourageants. D'autres cachaient à peine leur scepticisme. Le professeur de mathématiques croisa les bras et demanda directement « Quelle est votre expérience en éducation élémentaire ?» Rachel sentit son visage brûler, mais avant qu'elle ne puisse répondre, Marlène intervint. Rachel apporte l'expérience de quelqu'un qui a vécu les défis que nous voulons résoudre. Elle sera notre lien avec la communauté. Ce ne fut pas suffisant pour convaincre tout le monde. Rachel remarqua les chuchotements alors qu'elle quittait la salle des professeurs. La femme de ménage devenue coordinatrice? Encore un projet voué à l'échec? Combien de temps avant que le milliardaire ne se désintéresse? Elle ravala sa fierté blessée et suivit Marlène jusqu'à la salle du projet. Là, seule, elle disposa les documents d'information sur la table, organisa les formulaires d'inscription, redressa les chaises. N'importe quoi pour occuper ses mains pendant qu'elle attendait. La première heure s'écoula dans un silence total. Personne ne se présenta. La deuxième heure, une enseignante entra pour prendre un café, regarda autour d'elle et repartit sans un mot. La troisième heure, Rachel commença à se demander si tout cela n'était pas une énorme erreur. Peut-être devrait-elle retourner aux travaux de nettoyage. Au moins, elle savait exactement quoi faire là-bas. Elle connaissait sa place. Puis la porte s'ouvrit timidement. Une femme entra, portant un bébé dans ses bras et tenant la main d'un garçon d'environ 6 ans. Elle regarda autour d'elle, hésitante. « C'est ici qu'ils ont le programme de repas ?» demanda-t-elle avec un accent anglais. Rachel se leva, lissant nerveusement son chemisier. « Oui, c'est le projet Imagination. Entrez, s'il vous plaît. » La femme, Elena, apprit bientôt Rachel, était une immigrante. Elle travaillait par quart dans une usine. Son fils aîné, Miguel, fréquentait l'école mais arrivait souvent affamé. « Mon mari est parti », expliqua Elena en berçant le bébé. « Maintenant, c'est juste moi. » Ce n'était pas si différent de la propre histoire de Rachel. Et c'est ce qu'elle lui dit, offrant non pas de la pitié, mais une compréhension sincère. « Je comprends. J'élève aussi ma fille seule. » Les yeux d'Elena s'illuminèrent à la reconnaissance d'une expérience partagée. « Comment vous en sortez-vous » demanda-t-elle, voulant vraiment une réponse. Rachel n'eut pas besoin de faire semblant. Elle n'eut pas besoin de citer des statistiques ou des théories éducatives. Elle partagea sa propre vérité, le jonglage quotidien, l'épuisement, les nuits passées à s'inquiéter des factures. Mais aussi les petites victoires, les câlins de Sophie, la détermination à continuer. Quand Elena partit, elle emportait un formulaire d'inscription rempli et quelque chose de plus précieux, le sentiment d'avoir été vraiment entendue. Puis d'autres familles vinrent, une grand-mère élevant 3 petits-enfants, un jeune couple récemment au chômage, une adolescente enceinte avec sa mère inquiète. Rachel écouta chaque histoire. Pas seulement les faits, où ils vivaient, combien d'enfants ils avaient, quel type d'aide ils avaient besoin, mais ce qui se cachait sous les mots, les peurs inexprimées, les espoirs presque éteints, les rêves différés. L'après-midi, les enfants commencèrent à arriver. Sophie fut l'une des premières, amenant 2 amies curieuses. « Ma maman travaille ici maintenant », annonça-t-elle fièrement. Les enfants regardèrent Rachel avec admiration. Ils ne voyaient pas la femme qui frottait les sols des autres. Ils voyaient quelqu'un d'important, quelqu'un qui avait des réponses. « Y aura-t-il de la nourriture tous les jours ?» demanda un petit garçon. « Oui », confirma Rachel. « Et aussi des activités après l'école. »« Ma maman peut venir aussi ?» demanda une fille. « Bien sûr. Cet endroit est pour tout le monde. » À la fin de cette première journée, 17 familles s'étaient inscrites au projet Imagination. Pas beaucoup compte tenu de la taille de l'école, mais c'était un début. John apparut en fin d'après-midi, pendant que Rachel organisait les formulaires. « Comment ça s'est passé ?» demanda-t-il en s'asseyant sur l'une des chaises colorées qui semblait absurdement petite sous lui. Rachel réfléchit avant de répondre. « Difficile. Certaines enseignantes m'ont regardé comme si j'étais une intruse. Comme si je n'avais pas ma place. » John hocha la tête, compréhensif. « Et quoi d'autre ?» Un petit smile toucha le visage de Rachel. « Des mères m'ont dit des choses qu'elles ne partageraient probablement pas avec une assistante sociale. Les enfants ont posé des questions librement. C'était comme ?» Elle chercha les mots justes. « Nous parlions la même langue. » Parce que c'est le cas. Rachel comprit ce qu'il voulait dire. Sa valeur ne résidait pas dans les diplômes ou le jargon technique. Elle résidait dans l'expérience vécue, dans les mêmes luttes, les mêmes peurs. «
J'ai réalisé quelque chose aujourd'hui, dit-elle en rangeant le dernier formulaire. Je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses. J'ai juste besoin d'écouter. De vraiment écouter. Être une auditrice. C'était ce qu'elle pouvait offrir. Quelque chose de rare dans un monde où tout le monde parlait mais où peu écoutait vraiment. Reviendrez-vous demain ? Demanda John, comme s'il y avait le moindre doute. Rachel regarda autour de la pièce colorée, les dessins au mur, l'espace qui, en une seule journée, prenait vie. Je reviendrai, répondit-elle avec certitude. Demain et le jour d'après. En fermant la salle, Rachel ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps, une bonne fatigue. Le genre qui vient d'avoir fait quelque chose de significatif, pas seulement d'avoir survécu à une autre journée. En rentrant chez elle avec Sophie, main dans la main, elle se tenait plus droite. Elle n'avait pas à faire semblant d'être forte. Elle était forte. Elle l'avait toujours été. Mais maintenant, enfin, d'autres commençaient à le voir aussi. « Tu as aimé ton travail, maman ?» demanda Sophie en sautant dans les flaques d'eau le long du chemin. Rachel sourit, un sourire qui atteignit ses yeux. « Je l'ai beaucoup aimé. » Le projet Imagination n'était encore qu'une graine. Mais Rachel pouvait sentir ses racines s'enfoncer plus profondément, dans sa vie, dans la communauté, dans l'avenir qu'elle commençait à imaginer, pas seulement pour Sophie, mais pour tous les enfants qui, comme elle, méritaient plus que de simples rêves de sandwich qui n'existaient pas. 3 mois après le début du projet Imagination, la petite salle au fond de l'école n'était plus assez grande. Le nombre de familles impliquées avait triplé. Les repas quotidiens atteignaient désormais près de la moitié des élèves, et les ateliers après l'école attiraient des enfants de tous âges. John organisa la rénovation d'un espace plus grand, l'ancien débarras utilisé pour les matériaux obsolètes. L'espace fut transformé en une salle lumineuse et spacieuse, avec de grandes fenêtres laissant entrer beaucoup de lumière du soleil, des tables rondes pour les repas, des étagères avec des livres et des jeux, un coin avec des coussins colorés pour la lecture, et une petite cuisine équipée où des bénévoles de la communauté préparaient à tour de rôle des collations saines. Mais la vraie transformation n'était pas dans les murs peints ou les nouveaux meubles. Elle était sur les visages des enfants. Surtout celui de Sophie. Ce matin de printemps, Rachel regardait sa fille de l'autre côté de la pièce. Sophie était assise à l'une des tables basses, complètement absorbée par son dessin. Ses cheveux bouclés tombaient sur son visage concentré, et sa langue sortait légèrement, son signe de concentration totale. Elle dessine tout le temps maintenant, remarqua Alisa, l'enseignante de Sophie, en s'approchant de Rachel. Les deux femmes avaient développé un partenariat inattendu ces dernières semaines. Le scepticisme initial avait laissé place à un respect sincère pour le travail de Rachel. « C'est différent d'avant », répondit Rachel sans quitter sa fille des yeux. Avant, elle dessinait pour combler un vide. Maintenant, elle dessine pour exprimer quelque chose qui est plein. Alisa hocha la tête, comprenant. « Avez-vous vu ces nouveaux dessins ? Ce n'est plus seulement de la nourriture. » Rachel sourit. L'œuvre de Sophie avait changé de façon spectaculaire. Au lieu d'un sandwich solitaire sur une serviette blanche, il y avait maintenant des scènes vives et colorées, des tables pleines de nourriture, des enfants se tenant la main, des arbres chargés de fruits, des cœurs et des soleils souriants. C'était comme si son imagination, autrefois limitée par le besoin de nourriture, s'était ouverte à d'autres mondes. Elle redécouvre le monde, dit Rachel doucement. De l'autre côté de la pièce, Sophie leva les yeux et sourit en voyant sa mère. Elle brandit fièrement son dessin. Rachel lui fit un signe de la main en retour, sentant cette vague familière d'amour et de gratitude qui la surprenait toujours. « Je vais voir ce qu'elle a fait », dit Rachel à Alisa en se dirigeant vers sa fille. Sophie fit glisser le papier dès que Rachel s'approcha. « Regarde maman, c'est notre projet. » Le dessin montrait ce qui ressemblait à la pièce où elle se trouvait, mais avec des couleurs encore plus vives que la réalité. Des enfants de différentes tailles et couleurs étaient assis autour de tables rondes, mangeant et souriant. Des adultes, des silhouettes plus grandes, servaient de la nourriture ou lisaient des histoires. Au centre, 2 silhouettes se détachaient, une femme aux cheveux bouclés comme Sophie et un grand homme en costume. « C'est moi et John ?» demanda Rachel en montrant discrètement du doigt. Sophie hocha la tête avec enthousiasme. « C'est vous deux qui avez fait tout ça. » Rachel sentit une boule dans sa gorge. C'était vrai, d'une certaine manière. Le projet transformait l'école, créant un espace où les enfants pouvaient simplement être des enfants, libérés des soucis d'adultes concernant la nourriture ou la sécurité. « Je peux le garder pour le montrer à John ?» « Bien sûr, » dit Sophie, attrapant déjà une autre feuille de papier. « J'en ferai d'autres. » Rachel plaça soigneusement le dessin dans son dossier.
John visitait maintenant l'école régulièrement, souvent à l'improviste, habillé de manière décontractée et prêt à participer à n'importe quelle activité, du service du déjeuner à la lecture d'histoire. Le personnel ne le traitait plus avec la révérence distante des débuts. Pour les enfants, il était simplement John du projet, pas le milliardaire qu'ils voyaient dans les magazines économiques. Dans les semaines qui suivirent, les dessins de Sophie commencèrent à apparaître partout. Marlène, la directrice, demanda la permission d'en encadrer certains et de les accrocher dans les couloirs de l'école. D'autres furent reproduits dans les bulletins d'information du projet envoyés aux familles. L'un d'eux, un cercle d'enfants se tenant la main autour d'une table abondante, devint le symbole officiel du projet Imagination, imprimé sur les t-shirts portés par les bénévoles. « Votre fille a un vrai don », remarqua John à Rachel un après-midi, alors qu'il regardait les enfants jouer dans la cour de récréation nouvellement financée. Elle capture l'essence de ce que nous construisons ici. Rachel regarda Sophie courir avec d'autres enfants, son rire leur parvenant même de loin. Elle a toujours été observatrice, répondit Rachel. Même quand nous avions très peu, elle trouvait la beauté dans les petites choses. John sourit, se rappelant la serviette originale avec le dessin du sandwich, qui était maintenant accroché dans son bureau, un rappel constant de la façon dont tout avait commencé. Les enfants sont différents maintenant, observa-t-il. Ce n'est pas seulement la nourriture ou les activités. C'est autre chose. L'affection, compléta Rachel. L'affection constante. Savoir qu'il y a un endroit sûr, des gens qui se soucient, une routine fiable. John hocha la tête, comprenant. Au fil de ses années dans les affaires, il avait cru que l'argent pouvait résoudre n'importe quel problème. Maintenant, il voyait que si les ressources étaient cruciales, le véritable moteur du changement était quelque chose de plus subtil et puissant. La capacité humaine à se soucier vraiment. Toute l'école semble différente, nota-t-il. Même les enseignants semblent changer. C'était vrai. L'impact du projet s'était étendu bien au-delà des familles directement servies. Les enseignants signalaient de meilleures performances scolaires, moins de problèmes disciplinaires et une plus grande participation des parents aux activités de l'école. Les changements étaient progressifs mais indéniables, comme une vague qui partait du centre et rayonnait vers l'extérieur. C'est un mardi après-midi que Sophie rencontra Noah. Rachel était en réunion avec des bénévoles quand Elisa amena un garçon dans la salle du projet. Il était petit pour son âge, mince, avec des yeux sombres et effrayés qui semblaient observer tout avec lassitude. Il serrait fermement la main de l'enseignante, comme s'il avait peur d'être laissé seul dans cet endroit inconnu. Rachel, voici Noah, présenta Alisa. Il vient d'être transféré dans notre école. J'ai pensé que le projet pourrait être bon pour lui. Rachel s'agenouilla pour le rencontrer à sa hauteur. Salut Noah. Bienvenue dans notre école. As-tu déjà mangé? Le garçon secoua la tête, sans parler. Veux-tu rejoindre les autres enfants pour une collation? Nous avons des croque-monsieur aujourd'hui. Noah regarda les tables où plusieurs enfants mangeaient et discutaient joyeusement. Ses yeux s'écarquillèrent un peu, comme s'il était à la fois attiré et intimidé par la scène. Peut-être qu'il préférait quelque chose de plus calme d'abord, suggéra Alisa, sentant son malaise. Rachel hocha la tête, comprenant. Sophie, appela-t-elle en faisant signe à sa fille qui dessinait seule à une table dans le coin. Peux-tu venir ici une minute? Sophie posa ses crayons et s'approcha en sautillant. Voici Noah, dit Rachel. C'est son premier jour dans notre école. Peux-tu lui montrer ce que nous faisons ici? Sophie étudia le nouveau garçon un moment, puis sourit. Veux-tu voir mes dessins? Noah ne répondit pas, mais ses yeux s'attardèrent sur les papiers colorés sur la table lointaine. Tu peux apporter une collation pour vous deux, suggéra Rachel. Sophie accepta avec enthousiasme, courant chercher des sandwichs et du jus pour eux. Rachel et Alisa regardèrent Sophie conduire doucement Noah à sa table. Il suivit en silence, s'asseyant à côté d'elle. Sophie poussa le sandwich et le jus vers lui, puis reprit son dessin, comme si sa présence était la chose la plus naturelle du monde. Elle n'exigea pas de conversation, ne posa pas de questions. Elle le laissa simplement observer. Peu à peu, Noah commença à manger. Ses yeux ne quittaient jamais le papier où Sophie créait une scène colorée, cette fois, un immense arc-en-ciel au-dessus d'une école. Il ne parle pas beaucoup, dit Elisa doucement. D'après l'assistante sociale de sa famille, il a eu une vie difficile. Beaucoup de déménagements, une situation familiale compliquée. Rachel hocha la tête, trop familière avec la façon dont ces simples mots masquaient des blessures profondes. Les enfants comme Noah portaient des fardeaux invisibles, des cicatrices qui façonnaient chaque interaction et attente.
Sophie saura comment s'y prendre avec lui, dit-elle avec confiance. Elle a été de l'autre côté elle-même. Tout au long de l'après-midi, Rachel observa discrètement les deux. Sophie parlait occasionnellement, expliquant ses dessins ou offrant plus de nourriture, mais ne le pressait pas de répondre. Noah resta silencieux, mais commença à montrer des signes d'intérêt. Ses épaules, tendues au début, se détendirent lentement. À un moment donné, Sophie fit glisser une feuille blanche vers lui, ainsi que des crayons de couleur. « Tu peux dessiner avec moi » offrit-elle nonchalamment. « Ou juste rester assis ici. » Le garçon hésita, fixant le papier comme s'il s'agissait de quelque chose d'étrange et potentiellement dangereux. Puis, lentement, il prit un crayon rouge. Son premier trait fut timide, presque invisible. Sophie continua son propre dessin sans faire d'histoire, mais Rachel remarqua le léger sourire sur son visage, le même que Rachel elle-même avait lorsqu'elle remportait une petite victoire dans le projet. Quand les parents commencèrent à arriver pour récupérer leurs enfants, l'assistante sociale de Noah apparut. Une jeune femme à l'expression fatiguée, portant un épais dossier. « Comment s'est-il débrouillé » demanda-t-elle à Rachel en observant le garçon de loi. « Il s'est fait un ami » répondit simplement Rachel, indiquant les deux enfants dessinant côte à côte dans un confort total. L'assistante sociale sembla sincèrement surprise. Noah met habituellement des semaines à s'approcher des autres enfants. Rachel sourit, reconnaissant le genre spécial de magie qui se produisait, des enfants qui reconnaissaient une douleur familière offrant du réconfort sans mots ni stratégie complexe. Sophie a une manière spéciale, expliqua-t-elle. Elle sait ce que c'est que de se sentir invisible. Quand vint l'heure pour Noah de partir, il regarda Sophie avec quelque chose proche de la panique dans les yeux. L'idée de quitter ce petit havre de paix semblait terrifiante. Faisant preuve d'une sagesse dépassant son âge, Sophie poussa doucement son dessin vers lui. « Tu peux le prendre et revenir demain. » Noah prit le papier avec précaution, comme un trésor fragile. Ses lèvres bougèrent légèrement, formant ce qui aurait pu être un « merci », bien qu'aucun son ne sortit. Rachel regarda, la poitrine serrée. Ce simple geste, offrir une présence sans exigence, une camaraderie sans pression, capturait parfaitement le cœur du projet. Non seulement nourrir les corps, mais aussi nourrir les âmes. Deux petits enfants se donnant du réconfort sans mots. Un dessin partagé. Un espace surcréé non pas par des murs et des pièces, mais par l'espace invisible entre deux cœurs qui reconnaissaient la même douleur. Plus tard ce jour-là, quand John arriva, Rachel lui raconta l'histoire de Noah et Sophie. « C'est pour ça que nous avons construit tout ça », conclut-elle. « Pour que les enfants puissent simplement être des enfants. Pour qu'ils puissent dessiner des avenirs brillants, pas seulement des sandwichs au crayon. » John sourit en regardant autour de la pièce maintenant presque vide, les dessins colorés au mur, les tables bien rangées prêtes pour le lendemain. « Savez-vous ce qui m'étonne le plus » demanda-t-il. « Toute l'école a changé. Je le sens dans les couloirs, dans les salles de classe. Comme si quelque chose de fondamental avait bougé. » Rachel acquiesça. Le changement ne venait pas seulement des repas réguliers ou des activités structurées. Il venait de l'affection constante, de la présence fiable, de la certitude que quelqu'un se souciait. Un enfant à la fois. Un dessin coloré à la fois. L'image que Sophie avait dessinée au début, un sandwich solitaire sur une serviette blanche, s'était transformée en quelque chose de plus grand et de plus beau. Elle n'avait pas seulement gagné en couleur, elle s'était étendue pour inclure d'autres enfants, d'autres histoires, d'autres possibilités. Ça, réalisa Rachel en fermant la salle du projet cette nuit-là, c'était le vrai miracle. Pas l'argent de John, pas les installations rénovées, pas les programmes soigneusement planifiés. C'était la capacité humaine à transformer l'absence en présence, la faim en abondance, la solitude en appartenance. Un dessin à la fois. 6 mois après le début du projet Imagination, l'école n'avait plus la même apparence. Ce qui avait commencé comme une simple initiative pour fournir de la nourriture aux enfants affamés s'était développé en quelque chose de beaucoup plus vaste. Un mouvement qui affectait non seulement les estomacs vides, mais aussi les cœurs et les esprits. L'idée d'une fresque murale surgit lors d'une des réunions familiales hebdomadaires. Une mère, artiste de formation mais éloignée de la peinture depuis des années à cause de la lutte quotidienne pour survivre, suggéra de créer un espace permanent pour les dessins devenu le symbole du projet. Quelque chose qui dure, expliqua-t-elle. Quelque chose qui rappelle à tout le monde pourquoi nous sommes ici. Rachel porta la proposition à John, qui alloua immédiatement des fonds. Mais ce fut la directrice Marlène Carter, autrefois si sceptique, qui choisit l'emplacement parfait, le mur blanc et vide de la cour principale, visible par tous ceux qui entraient dans l'école.
Si nous faisons cela, ce doit être là où tout le monde peut le voir, dit-elle avec la détermination pratique qui la définissait. Pendant 3 semaines, le travail se fit en secret, caché derrière des panneaux colorés qui ne faisaient qu'attiser la curiosité des enfants. Les familles aidèrent à tour de rôle, des parents peintres ou maçons offrirent leurs compétences, des mères qui savaient dessiner guidèrent les travaux artistiques, des adolescents aidèrent aux finitions. Puis, un vendredi matin ensoleillé, toute l'école se rassembla dans la cour pour l'inauguration. Rachel regardait la foule avec un mélange de fierté et de nervosité. Sophie était à côté d'elle, agitée, tenant fermement la main de Noah. Au cours des derniers mois, il était devenu son compagnon constant. De l'autre côté de la cour, John discutait avec quelques parents bénévoles, habillés de manière décontractée comme il le faisait toujours maintenant lors de ses visites. Il n'y avait plus de distance. Le milliardaire qui, autrefois, regardait avec stupeur une enfant dessiner son déjeuner faisait maintenant partie intégrante de la communauté. Nerveuse, demanda John en s'approchant de Rachel. Un peu, admit-elle. C'est un grand moment pour nous tous. Je suis d'accord, acquiesça-t-il. Marlène Carter s'avança et le brouhaha de la foule s'apaisa progressivement, jusqu'à ce que seul le chant occasionnel d'un oiseau dans l'arbre de la cour puisse être entendu. Cette école existe depuis plus de 50 ans, commença la directrice, sa voix forte portant sur la foule. Beaucoup d'entre vous ont étudié ici, certains de vos parents aussi. Pendant ce temps, nous avons enseigné la lecture, les mathématiques et les sciences. Mais ces derniers mois, nous avons appris quelque chose de nouveau. L'importance de voir vraiment chaque enfant, chaque famille. De reconnaître nos besoins sans honte. De construire ensemble. Elle hocha la tête et 2 parents bénévoles retirèrent les panneaux couvrant le mur. Un halètement collectif s'éleva de la foule. La fresque était stupéfiante de simplicité et de puissance. S'étendant sur tout le mur, c'était une mosaïque de dizaines de dessins d'enfants, reproduits et agrandis, préservant chaque trait imparfait et chaque couleur vibrante. Il y avait des enfants se tenant la main, des familles autour de tables, des arbres débordant de fruits, des maisons colorées, des animaux, des fleurs, des soleils souriants. Et au centre, plus grande que toutes les autres, une image en noir et blanc, le dessin original du sandwich de Sophie sur la serviette blanche. La simple image qui avait tout déclenché. Sous le sandwich, en lettres soigneusement peintes, une phrase simple mais puissante. Ici, personne n'a besoin de faire semblant. Sophie serra la main de Rachel, ses immenses yeux fixés sur la version agrandie de son dessin. « C'est mon sandwich, maman », murmura-t-elle, un mélange de surprise et de fierté. « Oui », répondit Rachel, la gorge serrée par l'émotion. « C'est là où tout a commencé. » Cette fresque, continua Marlène, représente notre promesse collective, que cette école sera un lieu où chaque enfant pourra être authentique. Où la faim n'est pas une source de honte, mais un problème que nous résolvons ensemble. Où les luttes sont partagées, non cachées. Où la vérité, même quand elle fait mal, est acceptée. John s'avança, rejoignant Rachel et Marlène. Il n'y avait pas de discours prévu pour lui. Sa présence suffisait, une reconnaissance silencieuse que même quelqu'un avec autant de privilèges pouvait être transformé par une rencontre authentique avec la réalité des autres. Sophie Blake et sa mère, Rachel, nous ont appris quelque chose de précieux, poursuivit Marlène. Que la force ne consiste pas à faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. La vraie force réside dans le partage de notre vulnérabilité et dans le travail commun pour un changement réel. Rachel sentit tous les yeux sur elle et Sophie. Ce n'était pas la sensation inconfortable d'être jugée comme au premier jour du projet. C'était un type de reconnaissance différent, le respect pour son parcours, la gratitude pour son courage à transformer une situation douloureuse en quelque chose de bénéfique pour toute la communauté. Après la brève cérémonie, les familles furent invitées à s'approcher de la fresque. Les enfants coururent avec enthousiasme, pointant leurs propres dessins reproduits sur le mur. Les parents prirent des photos. Les enseignants expliquèrent la signification de chaque image aux visiteurs. Sophie conduisit Noah par la main directement au centre de la fresque, où son sandwich dessiné tenait désormais une place d'honneur. Le garçon, qui parlait encore avec parcimonie mais communiquait davantage par ses propres dessins, regarda l'œuvre de son ami avec admiration. « C'était juste un dessin idiot », expliqua Sophie avec une simplicité enfantine. Noah secoua la tête en signe de désaccord. Puis il sortit un petit morceau de papier plié de sa poche, un de ses propres dessins, et le montra à Sophie. Il représentait une table entourée de personnes, de nourriture colorée et de sourires. Au milieu de la table, ce qui ressemblait à un sandwich. « À cause du tien », dit-il, sa voix rarement entendue faisant sourire Sophie.
John s'approcha de Rachel, observant les deux enfants partager leur moment spécial devant la fresque. « Mission accomplie ?» demanda-t-il avec un petit sourire. Rachel regarda autour d'elle, les familles rassemblées, les enseignants désormais partenaires, la fresque célébrant la vérité au lieu de la cacher, Sophie et Noah, deux enfants qui avaient trouvé leur voie et un sentiment d'appartenance. « Nous ne faisons que commencer, répondit-elle. Mais les fondations sont solides. » Dans les jours et les semaines qui suivirent, la fresque devint le cœur symbolique de l'école. Les nouveaux élèves y étaient emmenés pour apprendre les valeurs de la communauté. Les parents en difficulté trouvaient du courage dans les mots simples, « Ici, personne n'a besoin de faire semblant. » Les enseignants utilisaient l'espace pour des leçons sur l'empathie et la communauté. Les jours de pluie, les enfants s'asseyaient en cercle autour, partageant des histoires et des collations. C'était plus qu'un mur décoré. C'était un manifeste visuel, une déclaration collective que même les vérités difficiles pouvaient devenir le fondement de quelque chose de beau et de transformateur. Pour Rachel, passer devant la fresque lui rappelait quotidiennement à quel point leur vie avait changé. D'une femme de ménage peinant à nourrir sa fille à une coordinatrice respectée d'un projet aidant des centaines de personnes. D'une mère pleurant seule la nuit à une femme menant une communauté vers le changement. Pour John, la fresque représentait une révélation puissante, que son argent n'était qu'un outil, pas la solution elle-même. Le véritable catalyseur du changement était la rencontre authentique entre les personnes, le courage de voir et d'être vu, et la décision quotidienne de construire quelque chose de significatif ensemble. Et pour Sophie, le sandwich qu'elle avait autrefois dessiné au centre de la fresque n'était plus un symbole de manque. C'était le début d'une histoire d'abondance, non seulement de nourriture, mais d'amitié, de but et de possibilités. Dans la cour de cette école ordinaire, le mur de la vérité célébrait ce qu'il y avait de plus précieux dans l'enfance, la capacité d'imaginer des mondes meilleurs, avec le bon soutien, de commencer à les construire. La salle du projet Imagination restait ouverte jusqu'à 19h, 3 fois par semaine. C'était une décision pratique, de nombreux parents travaillaient des heures qui les empêchaient de récupérer leurs enfants plus tôt, mais avec le temps, c'était devenu quelque chose de plus significatif. Un espace sûr où des familles entières pouvaient passer quelques heures loin des pressions du monde extérieur. Ce jeudi pluvieux, Rachel était sur le point de fermer lorsqu'elle remarqua une femme debout à l'entrée, partiellement cachée par les ombres. Elle portait un manteau usé, trop grand pour sa silhouette mince, et tenait la main d'une fillette d'environ 4 ans. Toutes deux étaient trempées par la pluie, les cheveux de l'enfant collés à son visage pâle. « Puis-je vous aider ?» demanda Rachel en s'approchant avec un sourire amical. La femme hésita, comme si elle envisageait de s'enfuir. Rachel connaissait bien ce regard. C'était le même qu'elle avait si souvent eu elle-même, le regard de quelqu'un qui a besoin d'aide mais craint le jugement qui l'accompagne généralement. « J'ai entendu parler du projet », dit finalement la femme, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Quelqu'un m'a dit que vous aidiez les familles. » « Entrez », invita Rachel, gardant sa voix calme et décontractée. « Il fait froid dehors. » La petite salle était chaleureuse et accueillante. Quelques enfants terminaient encore leurs activités aux tables pendant que des bénévoles rangeaient pour le lendemain. Dans la kitchenette, une grande marmite de soupe dégageait un arôme réconfortant. « Je suis Rachel », se présenta-t-elle, indiquant une table à l'écart des autres où elle pourrait parler en privé. « Et vous ?» ?»« Anna », répondit la femme en s'asseyant prudemment, comme si elle craignait de prendre trop de place. « Voici ma fille, Lily. » La petite fille regarda autour d'elle avec de grands yeux alertes, observant les autres enfants, les dessins colorés au mur, les bénévoles rangeant la nourriture. « Avez-vous dîné toutes les deux ?» demanda Rachel, connaissant déjà la réponse. Anna baissa les yeux, embarrassée. « Nous n'avons pas eu le temps aujourd'hui. » Rachel hocha la tête, sans insister. « Nous avons de la soupe et du pain. Voulez-vous que je vous serve un bol pendant que nous parlons ?» Le soulagement sur le visage d'Anna était évident. Ce serait gentil. Pendant qu'elle servait 2 bols généreux, Rachel observa discrètement la mère et l'enfant. Leurs vêtements, bien qu'usés, étaient propres. La fillette semblait bien soignée malgré sa minceur évidente. Il y avait des signes inquiétants, la façon dont Anna vérifiait constamment la porte, la façon dont elle sursautait si quelqu'un s'approchait trop près, les bleus partiellement cachés par la manche de son manteau. Rachel posa la nourriture sur la table et s'assit. « Lily, voudrais-tu colorier pendant que ta mère et moi parlons ? Nous avons des crayons et du papier là-bas. » La fillette jeta un coup d'œil à sa mère, demandant silencieusement la permission. Anna hocha la tête et Lily se dépêcha vers la table d'activité où Sophie, qui adorait aider les plus jeunes enfants, l'accueillit chaleureusement. Une fois Lily occupée,
Rachel reporta son attention sur Anna. « Êtes-vous nouvelle dans le quartier ?» Anna prit la cuillère mais ne mangea pas tout de suite, comme si elle avait peur que la nourriture disparaisse d'une seconde à l'autre. « Nous sommes arrivés il y a 3 jours, dit-elle. Nous restons temporairement chez ma cousine. » Rachel attendit, laissant à Anna l'espace de continuer à son propre rythme. Des mois d'expérience lui avaient appris que parfois, l'attention silencieuse était la meilleure façon de communiquer. Après quelques minutes, entre des cuillerées de soupe hésitantes, Anna commença à parler par fragments, comme des pièces de puzzle qui avaient besoin d'être assemblées. « Mon mari, il n'a pas toujours été comme ça. Ça a commencé après qu'il a perdu son travail. L'alcool a empiré les choses. J'ai essayé d'endurer, pour Lily, mais la semaine dernière, elle ne termina pas sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Le reste de l'histoire était écrit dans les bleus sur ses bras, dans la peur dans ses yeux, dans la petite valise qu'elle serrait comme si elle contenait tout ce qui restait de sa vie antérieure. Rachel n'interrompit pas, ne jugea pas. Elle écouta simplement, vraiment écouter. Tout comme John l'avait fait pour elle des mois auparavant, quand elle avait désespérément besoin que quelqu'un la voie. « Je ne sais pas quoi faire maintenant », avoua finalement Anna, sa voix se brisant. « Ma cousine ne peut pas nous héberger longtemps. Je n'ai pas de travail, pas d'argent pour un appartement. Lily a besoin d'école, de stabilité. Je devrais ?» Elle déglutit difficilement. « Peut-être que je devrais y retourner. » Il a promis qu'il changerait. Qu'il chercherait de l'aide. Rachel sentit un nœud se serrer dans sa poitrine. Combien de femmes avaient entendu cette promesse auparavant ? Combien y étaient retournées pour constater que rien n'avait changé ? « Anna, » dit Rachel doucement, choisissant ses mots avec soin. « Que voulez-vous vraiment faire ?» La question sembla surprendre Anna. Peut-être que personne ne s'était soucié de ses désirs depuis longtemps. « Je veux recommencer, » répondit-elle, les larmes s'échappant enfin. « Je veux que Lily grandisse sans peur. Je veux un travail, notre propre logement. Ne plus avoir à regarder par-dessus mon épaule tout le temps. » Rachel hocha la tête profondément, comprenant ce souhait. « Quand je suis venue ici pour la première fois, » partagea-t-elle, « j'étais aussi perdue que vous. Pas pour la même raison, mais tout aussi désespérée. C'était juste moi et ma fille contre le monde. » Anna leva les yeux, un mélange de curiosité et de désespoir. « Que s'est-il passé ? » « Quelqu'un m'a vraiment vu, » répondit Rachel. « Pas seulement mes problèmes ou ma pauvreté, mais ma force, mon potentiel, mon humanité. » Elle fit une pause, regardant Sophie qui montrait patiemment à Lily comment mélanger les couleurs. « Ce projet est né de ce moment. Et maintenant, c'est à mon tour de vous voir vraiment, Anna. » Une étincelle d'espoir vacilla dans les yeux d'Anna. « Puis-je aider ?» demanda-t-elle timidement. « Je veux dire ? J'étais assistante administrative avant la naissance de Lily. Je sais taper, organiser des dossiers, répondre au téléphone. » Rachel sourit, reconnaissant le schéma, les personnes dans le besoin voulant toujours offrir quelque chose en retour pour garder leur dignité. « Nous avons justement besoin de quelqu'un avec ses compétences, » répondit-elle. « Mais d'abord, occupons-nous des bases, un endroit sûr pour vous deux, l'inscription de Lily à l'école, les besoins immédiats. » Anna baissa la tête, les larmes coulant librement maintenant. « Pourquoi m'aidez-vous ? Vous ne me connaissez même pas. » Rachel posa doucement sa main sur le poignet d'Anna, là où commençaient les bleus. « Parce que quelqu'un m'a aidé quand j'en avais besoin. Parce que votre histoire ne s'arrête pas ici, Anna. Et parce qu'ici, » elle fit un geste vers tout l'espace du projet, « vous pouvez recommencer. Personne ne jugera. » Les mots simples semblèrent ouvrir une porte qu'Anna croyait définitivement fermée. Elle regarda Lily, qui riait maintenant de quelque chose que Sophie disait, son visage illuminé par un sourire qui semblait rare. « Je ne suis pas sûre de pouvoir faire ça, » avoua Anna. « Personne ne le fait seul, » répondit Rachel. « C'est pourquoi nous sommes là. » Quand Anna et Lily partirent 2 heures plus tard, elles avaient plus qu'un plan. Elles avaient de l'espoir. Rachel avait passé des appels, leur avait trouvé une place temporaire dans un refuge pour femmes, programmé un rendez-vous avec l'assistante sociale de l'école et obtenu une place pour Lily dans la même classe que Sophie. De petits pas, mais significatifs. Le lendemain, John trouva Rachel en train d'organiser une pile de vêtements et d'articles essentiels pour Anna et Lily. « Nouvelle famille ?» demanda-t-il en l'aidant à trier les dons. Rachel hocha la tête et lui raconta brièvement l'histoire, respectant l'intimité d'Anna mais partageant les points clés. « Vous savez ce que j'ai réalisé hier soir ?» demanda-t-elle en pliant soigneusement une petite couverture. « Quoi ? » « Mon histoire est devenue un pont, » répondit Rachel en regardant autour de la pièce où tant de familles trouvaient maintenant du soutien chaque jour.
Un pont que d'autres femmes peuvent traverser aussi. John sourit, comprenant la profondeur de cette déclaration. Il ne s'agissait jamais seulement de faim, n'est-ce pas? Demanda-t-il, se rappelant comment tout avait commencé. Rachel secoua la tête. Jamais. Il s'agit d'être vu, d'être entendu. De préserver sa dignité même dans les circonstances les plus difficiles. Alors qu'il finissait d'organiser les articles pour Anna, Rachel réfléchit à la façon dont la boucle se fermait. Elle avait autrefois eu besoin d'aide, et maintenant elle pouvait offrir non seulement un soutien matériel, mais quelque chose d'infiniment plus précieux, une compréhension vraie. Le genre de compréhension qui ne vient que d'avoir été de l'autre côté. Pour Anna, ce n'était que le début d'un voyage difficile. Il y aurait des revers, des moments de doute, des obstacles apparemment insurmontables. Mais elle ne les affronterait pas seule. Et cela, Rachel le savait par expérience personnelle, faisait toute la différence. 3 semaines sans nouvelles. 3 semaines depuis que John s'était montré pour la dernière fois au projet Imagination. Au début, Rachel n'était pas inquiète. Il avait une entreprise à diriger. Mais une semaine devint 3, et le silence s'alourdit. Les activités continuaient comme d'habitude. Le financement était sécurisé, les enfants recevaient leurs repas, participaient aux ateliers. Anna travaillait déjà comme assistante administrative. Sophie et Noah avaient formé un petit club de dessin. Mais l'absence de John se faisait sentir. Pas seulement par Rachel, mais par les enfants qui s'étaient habitués à ses visites. « Où est John ?» demanda Sophie presque quotidiennement. « Il travaille », répondait Rachel, sans savoir si c'était vrai. C'est Marlène qui apporta la nouvelle. La directrice entra avec un journal économique, l'air inquiet. « Avez-vous vu ça ?» demanda-t-elle en tendant le journal à Rachel. L'article occupait la moitié de la page, avec une photo de John entouré de journalistes. Son expression était sérieuse, sa posture défensive. Fusion à plusieurs milliards de dollars en péril, les investisseurs remettent en question les priorités de Warren. Rachel lut rapidement, des négociations qui avaient pris des années, des investisseurs préoccupés par ces distractions, les projets sociaux prenant son temps, la chute des actions, le conseil d'administration exigeant des explications. « C'est à cause du projet ?» demanda-t-elle, la culpabilité lui serrant la poitrine. « Les requins sentent le sang », répondit Marlène. Pour eux, le temps que John passe ici est du temps volé aux actionnaires. Mais l'argent ici est son argent personnel. Il ne s'agit pas de l'argent, Rachel. Il s'agit de pouvoir et de contrôle. Un milliardaire qui commence à se soucier des enfants affamés est un milliardaire qui pourrait remettre en question d'autres pratiques. Après le travail, Rachel prit une décision. Elle mit ses meilleurs vêtements, prit le bus pour le centre-ville et se retrouva bientôt devant l'imposant bâtiment de Warren Enterprises. L'assistante de John la reconnut et la laissa attendre dans son bureau. L'espace occupait tout le dernier étage, fenêtres du sol au plafond, mobilier moderne, technologie de pointe. Un monde bien éloigné du petit appartement de Rachel. Ce qui attira son attention fut un petit cadre sur le bureau, la serviette originale avec le dessin du sandwich de Sophie. Quand John entra, il sembla surpris de la voir. Plus que ça, il avait l'air épuisé. Même son costume immaculé ne pouvait cacher les cernes profonds sous ses yeux et sa posture tendue. « Rachel ? Quelque chose s'est passé au projet ? Je suis venu voir comment vous alliez. » Pendant un moment, John sembla prêt à maintenir sa façade contrôlée. Mais ensuite, ses épaules s'affaissèrent. « Jour difficile, admis-il. J'ai vu le journal. La fusion est en difficulté ? 3 ans de planification. Des centaines de millions en jeu, dit-il en se tournant vers elle. Maintenant, les investisseurs pensent que je ne suis pas assez engagé. À cause du projet. À cause du projet ? À cause de mes visites à l'école. À cause des interviews où j'ai parlé de responsabilité sociale au lieu de profit. Un sourire fatigué apparut sur son visage. Apparemment, ça leur fait peur. Rachel s'assit, attendant, donnant à John l'espace dont il avait besoin pour continuer, tout comme il l'avait fait pour elle des mois auparavant. Ils veulent que je redevienne celui que j'étais, continua John. Le cadre impitoyable qui ne se souciait que des chiffres. Celui qui ne se laissait jamais distraire par l'humanité. Que voulez-vous, vous ? demanda Rachel, faisant écho à la question que John lui avait posée autrefois. Vous savez ce qui est absurde ? J'ai construit tout ça en cherchant quelque chose, que je n'ai vraiment trouvé que lorsque je me suis assis dans une cour d'école à regarder une fille dessiner un sandwich. Quoi ? Un but, répondit John doucement. Le sentiment que ce que je fais compte vraiment. Que ferez-vous maintenant ?
Me battre pour la fusion. Calmer les investisseurs. Jouer leur jeu. Pour l'instant. Et le projet? Le projet continue. Avec ou sans leur approbation. Rachel se leva, se rapprochant. Je ne demande pas pour l'argent, John. Je demande pour vous. Les enfants demandent de vos nouvelles tous les jours. John parut sincèrement ému. Je ne réalisais pas que ma présence comptait autant. Vous avez construit quelque chose de beau, John. Quelque chose qui dépasse les états financiers et les actions. Elle fit une pause. Revenez. L'école est votre maison maintenant aussi. Ces mots simples semblèrent toucher quelque chose de profond en lui. Il se tourna vers la fenêtre, mais pas avant que Rachel n'ait vu l'humidité dans ses yeux. Pendant un long moment, il n'y eut que le silence entre eux. Un silence de compréhension mutuelle, de reconnaissance de leur humanité partagée malgré leur monde si différent. Quand John se retourna à nouveau, il y avait une nouvelle résolution dans son expression embuée de larmes. « Je reviendrai demain », dit-il simplement. Rachel hocha la tête, satisfaite. Le cercle qui avait commencé des mois auparavant, lorsque John l'avait écouté dans son moment de besoin, se fermait maintenant. Cette fois, c'est elle qui lui rappelait qu'il appartenait à quelque chose de plus grand que son empire corporatif. John reviendrait demain. Et ensemble, ils continueraient à construire quelque chose qu'aucun cours de bourse ne pourrait quantifier. Un endroit où les enfants comme Sophie n'auraient plus à dessiner des sandwichs sur des serviettes juste pour survivre. John tint sa promesse. Le lendemain matin de sa conversation avec Rachel, il était de retour au projet Imagination, habillé simplement, comme s'il ne portait pas le poids d'un empire corporatif sur ses épaules. Dans les mois qui suivirent, il trouva un rythme, 3 matinées par semaine à l'école, le reste de son temps à l'entreprise. Équilibrer les deux mondes n'était pas facile. Les investisseurs continuaient de remettre en question ses priorités. La fusion avançait lentement, sous des négociations tendues. Certains membres du conseil d'administration menacèrent d'exiger sa démission. Mais John ne recula pas. Au lieu de cela, il commença à intégrer les deux côtés de sa vie. Il invita des cadres à visiter le projet, montrant comment il transformait l'école et la communauté. Il apporta les leçons du projet dans ses décisions commerciales. Il remit ouvertement en question des pratiques d'entreprise auxquelles il n'avait jamais pensé auparavant. La crise corporative ne disparut pas, mais sa perspective à ce sujet changea complètement. Ce jeudi après-midi, le projet était plus calme que d'habitude. Une pluie fine gardait les enfants à l'intérieur, dispersés en petits groupes autour des tables rondes. Dans un coin, Rachel apprenait à Anna à utiliser le nouveau système d'enregistrement des familles. Dans un autre, des bénévoles préparaient des kits de fournitures scolaires à distribuer. John était assis à une table vide, observant l'environnement qu'il avait aidé à créer. Cela l'étonnait toujours de voir comment cet espace, autrefois juste un débarras, s'était transformé en quelque chose de si vibrant et significatif. « Je peux m'asseoir ici ?» La petite voix familière le ramena au présent. Sophie se tenait à côté de lui, un dossier coloré sous le bras. Noah, quelques pas derrière comme d'habitude, agissant comme un gardien timide. « Bien sûr, » répondit John avec un sourire. « Vous deux ?» Sophie s'assit avec empressement tandis que Noah prenait place avec sa discrétion habituelle. Les deux formaient un couple étrange, elle était extravertie, il était réservé, mais leur lien était indéniable pour quiconque les voyait ensemble. « Ça fait longtemps que tu ne nous as pas raconté d'histoire, » dit Sophie en ouvrant son dossier. « Tu as été occupé à sauver ton entreprise ?» John rit, surpris par sa conscience. « Comment sais-tu ça ?» Sophie haussa les épaules avec le naturel de quelqu'un expliquant l'évidence. « Ma maman a dit que tu avais de gros problèmes à résoudre. Et j'ai entendu des enseignants parler d'un journal disant que ton entreprise avait des ennuis. Les nouvelles vont vite, hein ? Tout le monde ici t'aime bien, dit-elle simplement. On s'inquiétait. » Quelque chose dans cette déclaration toucha John profondément. L'idée que ces personnes, enfants, enseignants, familles luttant avec leurs propres défis, s'inquiétaient pour lui et ses problèmes était étonnamment émouvante. « Ça va mieux ?» l'assura-t-il. « Et toi, comment va le dessin ?» Les yeux de Sophie s'illuminèrent. Elle commença à sortir des feuilles de papier de son dossier, les étalant sur la table. Noah se pencha légèrement, sa manière silencieuse de montrer son intérêt. « Cette semaine, on a fait des dessins de famille, » expliqua-t-elle en lui montrant des représentations colorées de toutes sortes de familles. La maîtresse a dit, « La famille, ce n'est pas seulement ceux qui partagent notre sang, mais ceux qui prennent soin de nous. » John les étudia, admirant à quel point les compétences artistiques de Sophie s'étaient développées.
Ses lignes étaient plus assurées, ses couleurs plus riches et complexes. Il y avait des détails inattendus pour quelqu'un de si jeune, des expressions faciales, de petits objets significatifs, des arrière-plans élaborés. Noah a dessiné aussi, ajouta Sophie en poussant doucement son ami. Montre-lui. Hésitant, Noah fit glisser une feuille de papier sur la table. Elle le montrait, lui, tenant la main d'une femme que John reconnut comme l'assistante sociale du garçon. À côté d'eux se trouvaient Sophie et Rachel. C'est vraiment bien, moi, loua John sincèrement. Le garçon ne parla pas, mais la légère rougeur sur ses joues et l'étincelle dans ses yeux disaient tout. J'ai gardé le meilleur pour la fin, annonça Sophie avec un sourire malicieux. Elle sortit une dernière feuille, plus grande que les autres, sur un papier plus épais. Elle la plaça soigneusement devant John. Le dessin montrait une grande table ronde, semblable à celle de la salle du projet. Assis autour, 4 silhouettes clairement reconnaissables, Sophie avec ses boucles, Noah avec son visage sérieux, Rachel avec son sourire aimable et John, identifiable par le costume qu'il portait encore occasionnellement. Sur la table, un festin coloré, fruits, sandwichs, gâteaux, jus. Les 4 silhouettes se tenaient la main, formant un cercle. Au-dessus d'eux, un grand soleil jaune rayonnait dans toutes les directions. Dans chaque coin du papier, de petits cœurs rouges complétaient la scène. C'était une image simple, mais puissante dans son message, l'unité, l'appartenance, l'abondance partagée. C'est pour toi, dit Sophie en poussant le dessin plus près. Pour mettre à côté de mon vieux sandwich. John sentit sa gorge se serrer. C'est magnifique, Sophie. Pourquoi celui-ci en particulier? La fillette pencha légèrement la tête, réfléchissant à sa question avec une intention sérieuse. Avant, je dessinais seulement des sandwichs, expliqua-t-elle avec une sagesse surprenante. Maintenant, je dessine ce qui existe vraiment. Ce qui existe vraiment? Plus de fantasmes nés de la faim. Plus de repas imaginaires esquissés sur des serviettes. Au lieu de cela, une réalité tangible d'une table partagée, de vraie nourriture, de liens authentiques. John étudia à nouveau le dessin, remarquant des détails qu'il avait manqués. La façon dont les 4 silhouettes avaient la même taille malgré leur âge et leurs différences physiques dans la vraie vie, comment la table était parfaitement ronde, sans bout de table ni place spéciale, comment ils souriaient tous, connectés non seulement par les mains qu'ils tenaient mais par des lignes invisibles d'affection et de respect mutuel. « Tu aimes » demanda Sophie, une pointe d'incertitude dans la voix face au silence prolongé de John. « J'adore » répondit-il, la voix un peu rauque. « C'est la plus belle image que j'ai jamais reçue. » Satisfaite, Sophie rayonna. Elle donna un coup de coude à Noah et les deux se levèrent discrètement de leur chaise pour rejoindre d'autres enfants qui installaient un jeu de société à une table voisine. John resta seul avec le dessin, le touchant doucement pour sentir la texture du papier et la légère rugosité là où les couches de crayon se superposaient. Rachel s'approcha, regardant par-dessus son épaule l'œuvre d'art. « Un autre cadeau de notre artiste résidente » demanda-t-elle en souriant. John hocha la tête, absorbant toujours l'impact des mots de Sophie. « Maintenant, je dessine ce qui existe. » Elle m'a dit quelque chose d'extraordinaire, dit-il, trouvant enfin sa voix. Qu'elle dessinait des sandwichs imaginaires et que maintenant elle dessine ce qui est réel. Rachel s'assit à côté de lui, regardant sa fille de l'autre côté de la pièce. Sophie était penchée sur le jeu de société, expliquant patiemment les règles à Noah, son bras drapé protecteur sur ses épaules. « Les enfants nous montrent toujours la vérité, n'est-ce pas » dit Rachel. Sans filtre ni complication inutile. « La vérité » répéta John pensivement. « Vous savez ce que j'ai réalisé en regardant ce dessin ? Quoi ? Que je n'ai jamais sauvé personne ici. Ni vous, ni Sophie, ni aucune autre famille. » Il sourit, une compréhension profonde se cristallisant enfin dans son esprit. « En fait, j'ai été sauvé aussi. » Rachel ne sembla pas surprise par sa révélation. Elle hocha simplement la tête, comme pour confirmer quelque chose qu'elle savait depuis un moment. « Sauvés les uns par les autres » corrigea-t-elle doucement. « C'est comme ça que ça marche, quand c'est réel. » John plia soigneusement le dessin et le plaça dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. Il savait exactement où il le mettrait, à côté de la serviette originale, dans son bureau. L'avant et l'après. La faim et l'abondance. La solitude et la connexion. En regardant les enfants jouer, les parents discuter, les bénévoles travailler côte à côte, John sentit une calme certitude s'installer dans sa poitrine. Cet endroit, ces gens, cette communauté grandissante, ce n'était pas un projet parallèle à sa vraie vie, ni une bonne action pour compenser des années d'ambition débridée.
C'était simplement la chose la plus vraie de sa vie maintenant. Comme le montrait si clairement le dessin de Sophie, ils avaient formé une sorte de famille diverse, imparfaite, liée non par le sang ou le devoir, mais par le choix et un but commun. Et ça, comprit enfin John, ne pourrait jamais être consigné dans des états financiers ou des tableaux de performance. C'était quelque chose que seule la sagesse simple d'une enfant qui dessinait autrefois des sandwichs imaginaires et dessinait maintenant des tables partagées pouvait capturer. Maintenant, elle dessinait la vérité. 1 an après le début du projet Imagination, la transformation était indéniable. Ce qui avait commencé avec un dessin de sandwich sur une serviette s'était étendu bien au-delà des murs de l'école, devenant un modèle étudié et reproduit dans d'autres communautés. La salle d'origine ne contenait plus toutes les activités, elles avaient déménagé dans une petite annexe construite pour le projet, complète avec une cuisine professionnelle, une bibliothèque, une salle informatique et une cour où des jardins communautaires prospéraient sous les soins des familles elles-mêmes. Un vendredi après-midi, alors que les enfants mettaient en scène une pièce qu'ils avaient écrite eux-mêmes, John observait discrètement depuis le fond de la salle. Il n'avait plus besoin d'être au centre. Le projet avait maintenant sa propre vie, soutenu par des dizaines de bénévoles, parents, enseignants et personnels. Rachel gérait le tout avec une confiance inimaginable 1 an auparavant. La même femme qui avait autrefois hésité à accepter le poste de coordinatrice, craignant son manque d'éducation formelle, parlait maintenant lors de conférences pour éducateurs sur la manière de combler le fossé entre les écoles et les communautés vulnérables. Son expérience vécue, comme l'avait appelé John autrefois, était devenue une forme de sagesse qu'aucun cours académique ne pouvait enseigner. Sur la scène improvisée, Sophie dirigeait un groupe d'enfants plus jeunes dans une chanson, sa voix claire et assurée remplissant l'espace sans trace de timidité ni d'insécurité. À côté d'elle, Noah, devenu son compagnon constant, aidait avec les accessoires de scène. Le garçon qui était autrefois arrivé silencieux et effrayé parlait maintenant doucement mais avec confiance, surtout en présence de Sophie. Ils ont grandi, n'est-ce pas ? Commenta Marlène en s'approchant de John. La directrice, autrefois si sceptique quant à ses intentions, était maintenant l'une des plus grandes défenseurs du projet. Sous sa direction, l'école était devenue un centre communautaire qui non seulement éduquait les enfants, mais donnait également du pouvoir aux familles entières. À tout point de vue, répondit John avec un sourire. Au premier rang, Anna regardait la performance avec des larmes de fierté. Sa fille Lily, autrefois si timide, brillait maintenant dans le rôle d'un arbre parlant. Anna elle-même, après des mois comme assistante administrative du projet, avait obtenu une bourse pour terminer ses études universitaires. La peur qui dominait autrefois ses yeux avait laissé place à une détermination paisible. « Avez-vous vu les derniers chiffres ?» demanda Marlène en montrant un dossier à John. Il hocha la tête. Les données étaient impressionnantes, une augmentation de 32% de la fréquentation, une participation des parents triplée, des taux d'abandon scolaire réduits de moitié. Les notes étaient en hausse dans toutes les matières. Plus important encore, les indicateurs de bien-être émotionnel, quelque chose que de nombreuses écoles ne mesuraient même pas, montraient que les enfants étaient plus heureux, plus connectés, plus confiants. Il ne s'agit pas seulement de la nourriture, nota Marlène. Il ne s'agissait jamais de ça. Sophie l'a compris avant nous tous, remarqua John. Quand elle m'a dit qu'elle dessinait des sandwichs imaginaires et que maintenant elle dessine ce qui est réel. La sagesse de cette petite fille continuait de guider le projet. Il s'agissait de rendre réel ce qui n'avait été qu'imaginé, la sécurité, l'appartenance, la dignité. Quand le spectacle se termina sous des applaudissements enthousiastes, les enfants coururent vers leurs parents. Sophie sauta dans les bras de Rachel tandis que Noah recevait une étreinte chaleureuse de sa nouvelle famille adoptive, un couple d'enseignants qui l'avait recueilli 6 mois plus tôt. « John !» cria Sophie en l'apercevant, se précipitant vers lui. « Tu as vu notre pièce ? On l'a écrite nous-mêmes. » « Je l'ai vue, dit-il en s'accroupissant à sa hauteur. C'était incroyable. J'ai une nouvelle, lui chuchota-t-elle à l'oreille, comme si elle partageait un secret précieux. Je vais être artiste quand je serai grande. Et Noah va être architecte. Il veut construire des maisons pour les gens qui n'en ont pas. Cela ressemble à un plan parfait, répondit John, sincèrement ému par les rêves désormais possibles pour ses enfants. Plus tard, alors qu'il aidait à ranger la salle après le spectacle, John regarda la fresque de la vérité, maintenant étendue sur 3 murs entiers, remplis de nouveaux dessins, de photographies et de messages des familles. Au centre, protégé par un verre spécial, le dessin original du sandwich de Sophie restait, rappelant à tous où tout avait commencé. Au siège de son entreprise, la fusion avait finalement abouti, bien qu'avec des changements significatifs par rapport aux termes initiaux.
John avait insisté sur des clauses de responsabilité sociale qui auraient été impensables auparavant. Certains investisseurs partirent, d'autres restèrent, étonnamment intrigués par cette nouvelle approche. La structure du pouvoir corporatif restait la même, mais de petites transformations bourgeonnaient, comme des pousses vertes après la première pluie de printemps. Dans son bureau, la serviette originale avec le dessin du sandwich de Sophie était accrochée sur un mur bien en vue, à côté de son deuxième dessin où les 4 silhouettes se tenant la main autour de la table. Tout visiteur remarquait immédiatement ces 2 images simples parmi les certificats et récompenses prestigieux. Beaucoup posaient des questions à leur sujet. John racontait toujours l'histoire complète, sans rien omettre. Comment il avait trouvé une fille dessinant son déjeuner sur une serviette. Comment ce moment avait changé sa compréhension du privilège et de la responsabilité. Comment il avait appris que la vraie transformation se produit lorsque des personnes de mondes différents se rencontrent avec respect mutuel et une mission partagée. Certains comprenaient, d'autres non. Mais l'histoire continuait d'être racontée. À la fin de cette journée spéciale de représentation, Rachel et John étaient assis dehors dans la cour maintenant vide. La plupart des familles étaient rentrées chez elles, les bénévoles terminaient le nettoyage. Le soleil se couchait, peignant le ciel dans des nuances d'orange et de rose. Parfois, je me demande où nous serions si tu n'avais pas vu Sophie ce jour-là, songea Rachel. John réfléchit. Probablement dans une réunion du conseil d'administration, croyant toujours que le succès se mesure uniquement en chiffres. Et moi, je serais toujours en train de nettoyer des maisons, essayant de joindre les 2 bouts pour le loyer. Et Sophie dessinerait toujours des sandwichs sur des serviettes. Ils se turent, contemplant le poids de ces réalités alternatives. Les mondes qui auraient pu être, mais n'étaient pas. Le monde entier n'a pas changé, souligna Rachel en jetant un coup d'œil au-delà des murs de l'école, vers une ville toujours aux prises avec les inégalités, les systèmes brisés, les injustices persistantes. Non, acquiesça John. Mais leur monde a changé. Il imagina Sophie et Noah sur scène, Anna reconstruisant sa vie, les dizaines de familles qui avaient trouvé soutien et dignité, les enfants rêvant maintenant d'avenir qu'ils croyaient autrefois impossible. Et ça, sourit Rachel avec la calme certitude de quelqu'un qui connaît la vraie valeur de ce qu'ils ont construit, ça suffit. Alors que les lumières du projet s'éteignaient ce soir-là, une simple vérité restait illuminée. Parfois, la plus grande transformation commence par le plus petit des gestes, un regard qui voit vraiment, une main tendue, un sandwich partagé. Et elle continue, jour après jour, par la constance de ceux qui savent que changer le monde entier est peut-être impossible, mais changer un monde à la fois, ça, tout le monde peut le faire.